Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Donc Christophe, moi j'aimerais qu'on commence par le début, ton enfance. Comment t'es arrivé au dessin ? Eh ben, je suis arrivé au dessin comme tout le monde, sans doute comme toi aussi, c'est-à-dire que tous les gamins dessinent. Et à un moment, on arrête, les gamins arrêtent de dessiner vers 10-12 ans. Les parents leur disent qu'il faut faire un truc sérieux, et puis ils arrêtent de dessiner. Moi, j'ai pas arrêté, en fait. J'ai continué à dessiner, et je lisais des bandes dessinées. Comme tous les gamins, parce que tout le monde lit des bandes dessinées. À l'époque, moi, c'était Spirou. J'étais fan du journal de Spirou quand j'étais gamin. Et puis, je regardais les Schtroumpfs. Donc, j'ai commencé à dessiner les Schtroumpfs, qui n'était pas forcément le meilleur référence pour apprendre à dessiner. Mais je copiais les Schtroumpfs. Puis après, évidemment, je suis tombé amoureux de Franquin, de Gaston Lagaffe, parce que Franquin... Et puis, j'ai découvert que c'était un grand, grand dessinateur. Donc, je voulais être dessinateur de bandes dessinées, au départ. Je continuais à dessiner, comme on dit, dans les marges de mes cahiers. Et c'est vrai, je veux dire, effectivement, j'avais des cahiers à l'époque, et il y avait plus de dessins que de cours. Donc voilà, j'ai commencé comme ça à dessiner, j'ai continué mon adolescence, je faisais des dessins, je copiais dans les magazines. Tout le monde a fait ça. Et puis donc je voulais faire de la bande dessinée, et j'ai pas réussi à faire de la bande dessinée parce que ça n'a pas trop marché. J'avais envoyé une page à Spirou, le mec m'avait répondu « Oui, c'est bien, mais bon, c'est pas tout à fait ça ». Et donc, j'ai passé le bac, parce qu'à l'époque, les parents, c'était bon, faut passer le bac. Donc j'ai passé le bac, qui m'a servi à rien, évidemment. Mais, et après, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire du dessin. Et au départ, ils ont dit, oula, non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est toujours ce que tu as voulu faire, le dessin professionnellement ? Non, pas toujours, parce que j'ai eu une carrière au départ, je voulais faire de la guitare. Moi, j'étais guitariste, et j'ai eu une carrière de guitariste avant de faire de l'animation. Je jouais dans les clubs, là, j'ai retrouvé les... Depuis que je suis à Paris, j'ai retrouvé les clubs où je jouais. D'ailleurs, ils sont plus des... Enfin, ça a changé. Mais non, je voulais faire de la musique. Mais j'avais commencé la guitare, j'avais 12-13 ans, et en général, quand on veut faire une carrière musicale qui soit un peu crédible au niveau des parents, il faut commencer très tôt au conservatoire, genre vers 4-5 ans. Et comme c'était pas mon cas, et je me voyais pas tailler la route avec un groupe de musique à 18 ans, donc j'ai pas osé, et je me suis dit, voilà, comme je faisais du dessin aussi en même temps, donc j'ai dit à mes parents, je vais faire du dessin. Et la bonne nouvelle par rapport à la musique, c'est qu'il y a des écoles de dessin après le bac. Il n'y a pas d'école de musique après le bac, c'est pas possible, c'est trop tard. Donc j'ai dit, je vais faire du dessin. Et j'ai préparé les concours des écoles de dessin, des écoles d'art, puisqu'il n'y avait pas d'école de bande dessinée. Je me disais pas, et j'avais pas dit à mes parents, je veux faire de la bande dessinée. C'est pas un truc très avouable, c'est un peu la honte, surtout à l'époque. Maintenant, c'est différent. Mais c'était il y a 40 ans, plus de 40 ans. Donc je leur ai dit, je veux faire du dessin. Et les dessins, c'était les beaux-arts, les arts déco, les métiers d'art, Olivier de Serres, et tous ces trucs-là. Donc j'ai présenté les concours de ces écoles-là. J'ai fait une année préparatoire. Et puis en faisant une année préparatoire, j'ai découvert les écoles. J'ai découvert que la meilleure école, c'était les arts déco. J'ai préparé les arts déco. J'ai passé le concours, j'ai raté. Tous mes copains ont réussi. C'était vraiment la honte, parce qu'on était une douzaine de copains. Ils ont tous réussi, sauf moi. J'ai repassé l'année suivante, et j'ai encore raté. Et comme on passait, encore maintenant, parce que maintenant c'est toujours pareil, on passe les concours de plusieurs écoles. Pour pouvoir avoir le choix. Donc mon choix, ça a été les Gobelins, parce que c'était les seules écoles où j'ai réussi. Et les Beaux-Arts, si. J'ai eu les Beaux-Arts, la deuxième fois j'ai raté encore les arts déco, mais j'ai eu les Beaux-Arts. Et les Gobelins, parce que j'avais un copain qui faisait de la bande dessinée, et qui avait fait les Gobelins. Et on était très copains depuis l'année de préparation à l'Académie Charpentier, qui existe toujours d'ailleurs, l'Académie Charpentier, qui est toujours une année de préparation, et ils ont une école aussi qui forme au métier d'art. Et il m'avait dit, j'étais au Gobelin, tu devrais y aller, ils font un peu de la bande dessinée, de l'animation et tout ça. Et lui, il était parti parce qu'il avait rencontré Moebius, et son rêve, c'était de faire de la bande dessinée. Et il faisait déjà de la bande dessinée avec Moebius. Bon. Je vais là-bas, je passe le concours, je réussis le concours. Pendant cette période-là, je faisais plein de trucs. Donc je faisais de la guitare, je jouais dans les clubs en même temps, parce que quand on est jeune, on fait plein de trucs. J'avais développé des jeux à l'époque, des jeux de plateau. J'avais inventé un jeu, on avait déposé et tout. Enfin, si ça avait marché, j'aurais fait des jeux.
Voilà, Ouais, d'accord. peut-être même des jeux vidéo. Ouais, Je l'ai, d'accord, il est toujours là d'ailleurs, je pourrais te le montrer. Le jeu que j'avais fait, c'est un truc ambitieux, super ambitieux. J'en avais déposé avec un copain, etc. Et puis, donc, parce que, en fait, l'école, ça rassure les parents. Voilà. Donc, je bricolais, je faisais de la pub même. Je travaillais en freelance dans une agence de pub pour faire des schtroumpfs. En plus, c'est marrant parce que le mec qui avait son agence de pub, il avait la licence pour faire les petits personnages en plastique de schtroumpfs. Et on avait développé une série télé. Avec les personnes qui ressemblaient aux Schtroumpfs. Enfin bon, je te la passe un peu rapide parce que j'ai fait plein de trucs. Et donc j'atterris au Gobelin, mais je connaissais pas du tout l'animation. Je me disais, je sais pas ce que c'était. D'ailleurs, quand j'ai passé le concours, le directeur qui s'appelait Pierre Emma à l'époque m'avait dit, mais pourquoi vous voulez faire de l'animation? Et je lui avais dit, moi j'aime bien la bande dessinée, je fais de la bande dessinée, l'animation c'est un peu pareil. Je m'étais fait engueuler. Il dit, mais enfin monsieur, l'animation ça n'a rien à voir avec la bande dessinée. Je m'étais dit, oula, putain les boules, il y a encore un concours que je vais rater. Puis finalement je l'ai eu, et je me rappelle très bien avoir donné comment dire, je travaillais dans l'agence de pub, j'avais posé 2 semaines de vacances, et j'avais intégré les Gobelins en me disant, bon on sait jamais, si jamais les Gobelins ça me plaît pas, j'ai toujours un boulot. Et puis les Gobelins m'ont plu parce que j'ai découvert l'animation à l'école. Je ne savais pas du tout ce que c'était l'animation. Donc je voulais dessiner des petits bonshommes. Et j'ai dessiné des petits bonshommes aux Gobelins. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai continué dans l'animation. Et ça ressemblait à quoi les Gobelins dans les années 80 alors? Alors dans les années 80, on était 12. Il y avait c'était en 2 ans. Les Gobelins étaient en 2 ans. C'était déjà sur concours, un peu comme maintenant. Enfin, encore que maintenant, ils le font en distanciel. Je crois qu'ils le font sur Internet un petit peu, parce qu'il y a trop de monde. Il y a énormément de gens. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait peut-être moins de 200 personnes qui passaient le concours. Et il y avait 12 places. Et donc, il y avait 2 ans. Première année, deuxième année, on était 12. Et puis voilà. Donc, et puis c'était traditionnel. C'est-à-dire que c'était pas du tout numérique, quoi. C'était la technologie avec le 35 mm, les films. Il n'y avait même pas la vidéo à l'époque. Donc, c'était la technique très ancienne. Donc vous aviez des profs comment ça... Alors on avait, oui, des profs et des intervenants, comme maintenant. Ouais. Pareil, sauf que l'industrie, en fait ça n'a pas du tout changé, sauf que l'industrie a énormément changé, mais le principe était le même. C'est-à-dire qu'il y avait certains profs attitrés et d'autres qui étaient des intervenants. Et c'était déjà tourné vers l'animation à l'américaine, à la Disney, ou c'était... Certains, oui. Enfin, oui, il y avait... Alors, oui, l'ADN de l'école, c'est que la chambre de commerce était censée former des apprentis et pas des auteurs. Je me rappelle très bien que le directeur à l'époque, il nous avait dit, nous on ne forme pas des auteurs, on forme des techniciens. Bon, techniciens, alors bon, c'était des techniciens, et nous on ne veut pas des gens qui font leurs films. Donc ici vous ne ferez pas de film. Et effectivement, on n'avait pas de film de fin d'études à l'époque du tout. Hein. Il n'y avait que des exercices. Nous on avait fait un film de fin d'études, mais je veux dire, on avait triché, quoi, à l'arrache, sans le dire. On avait fait notre film de fin d'études, je veux dire, sous le manteau, quoi. D'accord. Voilà, donc c'était un... Et ensuite, on sortait, un peu comme maintenant, c'est-à-dire qu'on sortait... Alors, il y avait des gens qui aimaient bien le film d'auteur, des gens qui aimaient bien plutôt C'était quand même orienté animation, on faisait de l'animation, hein, mais il y en a qui faisaient du layout, il y en a qui faisaient du design de personnages, comme maintenant, sauf que c'était traditionnel. Et ensuite, les gens, ils avaient du boulot dans le métier, dans l'industrie de l'époque, qui était très petite. Hein, Alors c'est ça ressemblait à quoi en fait quand tu étais diplômé des Gobelins dans les années 80 et que tu sortais, tu pouvais espérer quoi? C'était quoi le paysage de l'animation français? C'était 3-4 studios. Ouais. Tous à Paris ou un peu... Ouais, pratiquement tous à Paris. C'est vrai, t'as raison, il n'y en avait pas ailleurs qu'à Paris. Ah ouais, on était tous à... Ouais, il y avait pas très peu de studios et ils faisaient très peu de programmes. Alors, quand je suis sorti, il y a eu quand même, à l'époque, parce qu'il y avait eu... Mitterrand avait été élu, il était très genre culture, donc il y avait eu Jacques Lang, et Jacques Lang, il avait mis plein d'argent dans la culture, et l'animation a bénéficié de l'argent de la culture, et donc il y a des studios qui se sont montés à l'époque. Moi, j'ai pas bossé dans ces studios-là, puisque j'ai été bossé dans un studio privé qui était la Gaumont, mais il y avait eu des studios comme France Animation ou d'autres qui avaient bénéficié d'aides publiques. Et à l'époque où quand je suis rentré au Gobelin, c'est très marrant parce que le directeur m'avait dit attention, vous avez un travail, puisque je travaillais dans la pub. Il a dit vous avez un boulot, donc faites gaffe parce que, réfléchissez bien avant de vraiment d'intégrer les Gobelins, parce que en ce moment dans l'animation, c'est que du chômage, il n'y a pas de boulot. Il était honnête, Pierre Emma. Il m'avait dit vous avez un travail, dans l'animation, souvent il n'y a pas de travail.
Et en fait, c'est toujours des ups and downs, c'est-à-dire que, bon, maintenant, depuis très longtemps, dans l'animation, depuis plus de 10 ans, les gens, il y a une demande de contenu, enfin, je veux dire, il y a énormément de studios, et puis les gens trouvent du travail. Mais à l'époque, quand je suis rentré, il n'y avait pas de travail. Et quand je suis sorti, il y en avait. 2 ans plus tard, il y avait du travail. Donc, quand je suis sorti, j'ai trouvé du travail. Mais pendant longtemps, ça a été, comme disent les Américains, un roller coaster. Il y avait ups and downs. Et est-ce qu'à l'époque on envisageait déjà, les étudiants, ils envisageaient une carrière internationale? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Je me rappelle très bien qu'il y avait un mec à l'époque qui était venu nous voir qui s'appelait John Kenmaker, qui est toujours vivant, qui est à New York, qui est un artiste de l'animation et aussi un historien. Il enseigne à l'université, je ne sais plus quelle école. Et il était venu nous voir. Il était très copain avec les gens de Disney, avec Frank and Ollie et tous ces gens-là. Et il nous avait dit, alors par l'intermédiaire d'une élève qui parlait anglais, parce qu'elle était australienne, nous on ne parlait pas du tout anglais. Et à l'époque, Los Angeles, c'était la planète Mars, hein, c'était pas du tout envisageable. Il n'y avait pas la mondialisation comme il y a maintenant, parce que maintenant il y a la mondialisation avec Internet et tout ça. Bon, les gens savent un peu les nouvelles. Nous, il nous avait dit, vous savez, il nous avait regardé nos tests, il y en a qui lui avaient plu. Moi, il m'avait dit, tu sais, il y a le studio Disney cherche des animateurs, il cherche des nouveaux talents pour remplacer les anciens qui partent à la retraite. Et les anciens qui partaient à la retraite, justement, c'était Frank Thomas et Ollie Johnston. Évidemment, on ne l'avait pas cru. Il nous avait dit, mais envoyez vos portfolios, vos tests à Los Angeles, ils cherchent des gens. Et vous l'avez pas fait? Bah non, on l'a pas fait, on l'a pas cru. Et il avait raison. Évidemment, on l'a su après. Eric Larson, qui était c'était celui qui s'occupait du training programme, et effectivement, il recrutait. Et puis, bon, voilà, en fait, on ne l'a pas cru, donc on a continué notre truc. C'était vraiment très franco-français à l'époque, mais sympa. Il y avait déjà des héros, il y avait déjà des grands animateurs français comme Bernard Roseau, Patrick Cohen, José Abel, ils existaient déjà. Je sais que moi, j'ai appris avec un animateur qui s'appelait Jean-Jacques Prunès, qui avait appris avec Patrick Cohen, qui avait appris avec Bernard Roseau, qui avait appris avec les gens de Paul Grimaud qui avaient commencé dans les années 30. Donc il y avait quand même ce côté tradition de l'animation comme il y avait aux États-Unis et comme il y avait dans beaucoup de pays, parce que j'ai découvert après qu'en Espagne c'était pareil, dans les pays de l'Est c'était pareil, en Russie c'était pareil. Il y a eu ce côté compagnonnage de l'animation, artisanat, on travaille avec des gens qui nous apprennent le métier en fait, on apprend le métier en travaillant avec des gens. Et alors du coup tu te rappelles de ton premier projet pro en sortant de l'école? Oui. Alors j'ai commencé, alors j'étais à l'armée parce qu'à l'époque on faisait son service militaire, tous les garçons faisaient son service militaire et j'ai eu super de la chance parce qu'à l'époque donc il y avait un département animation à l'armée qui existe toujours mais ils font plus d'animation, enfin un département cinéma. Je ne sais pas s'ils font encore d'animation, il faudrait que je demande, mais je ne crois pas. Ils faisaient de l'animation donc à l'armée, et à l'époque où je suis sorti des Gobelins, coup de bol, ils avaient énormément besoin de gens pour des projets super fun, super intéressants en fait. Et donc j'ai été, parce qu'au début je voulais me faire réformer, comme tous les jeunes de l'époque un peu antimilitaristes, c'est ma génération. Je dis je vais me faire réformer, je vais jouer les fous et tout. Et en fait, je ne l'ai pas fait quand j'ai découvert qu'il y avait un département animation à l'armée. J'ai été là-bas, à la sortie des Gobelins, donc durant mon service militaire, et j'ai fait de l'animation en tant que militaire. Et j'ai travaillé avec des gens à l'époque qui étaient des gens très connus. Enfin, René Laloux, José Xavier, Jacques Rouxel, le mec qui avait fait les Shadocks. Ah oui, donc oui, c'était le Dessine-moi un marin. Oui, Dessine-moi un marin, la maîtrise de la qualité, le sang, tous ces trucs-là. C'était Dessine-moi un marin, c'était un film de Jacques Rouxel. C'était l'histoire de la marine façon Shadok. Ouais, c'est ça. Et c'était une bonne expérience. Donc j'ai fait 1 an d'armée et même la fin de l'armée chez moi. Bon, pour des tas de raisons, mais j'étais planqué, hein, vraiment planqué. J'ai jamais fait les manœuvres, les tirs, les machins. Je faisais de l'animation. Coup de bol. Et après, mon premier boulot professionnel, c'était à Gaumont. C'était Astérix. C'est déjà Astérix en plus. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, tu voulais faire de la BD. Oui. Et donc, à l'époque, les gros films d'animation français, franco-belges, c'était surtout Astérix, Lucky Luke. C'était ça, les gros films. Ouais. Il y avait eu des. Ouais, c'est vrai. Il y avait eu des trucs qui étaient assez ambitieux, mais pour les longs métrages, oui, il y avait que ça en fait. Il y avait très très peu de trucs. Il y avait Picha. Moi, je voulais faire Picha. C'était Tarzoun ou c'était le plus olé olé quoi. Ouais, alors c'est ça qu'on voulait faire nous. Moi, je voulais aller là. Puis en fait, Picha, c'était pas très sérieux. En fait, le truc, c'est que j'ai fait Astérix parce que Picha, il devait nous rappeler. Avec un copain, il nous a pas rappelé, donc on avait dit oui à la Gaumont en disant voilà, il va nous rappeler, puis il nous a pas rappelé. Ou il nous a rappelé, c'était trop tard, je me rappelle plus. Il y a un concours de circonstances qui fait que
C'est toujours pareil, je veux dire, moi ce que je dis aux étudiants, c'est les seuls concours valables, c'est les concours de circonstances. Parce que finalement c'est ça en fait, t'as des trucs qui se passent et tu sais pas pourquoi, tu dis oui, et puis des fois tu dis non, et puis bon bref. Donc en fait, moi j'avais dit oui à la Gaumont et j'ai commencé mon premier projet, si on peut dire. Enfin mon premier, c'est pas un projet, c'était un travail salarié à la Gaumont. En plus déjà à l'époque il y avait le côté freelance, tu sais, c'était genre, il y avait plein de petits boulots, des pubs, des tas de trucs. Il y avait déjà le côté, j'étais intermittent du spectacle, comme tout le monde. Ah oui, on était intermittent du spectacle avec les 507 heures et tout ça. Et donc j'ai intégré la Gaumont comme assistant animateur. Comment ça a été alors du coup cette première expérience T'as fait de l'intervalle, t'as fait du clean? J'ai fait voilà, exactement, l'intervalle du clean, assistant, rough in betweener, enfin on n'appelait pas ça comme ça, on était assistant animateur et on faisait un peu, on travaillait avec un animateur. Mon animateur c'était Jean-Jacques Prunès, qui était un génie de l'animation, que j'avais connu avant d'ailleurs, je l'avais connu un peu au Gobelin, et puis après quand j'étais à l'armée j'allais voir souvent... j'allais visiter leur studio, ils avaient un petit studio, une bande de copains qui étaient anciens des Gobelins d'ailleurs, ils avaient fait les Gobelins 4 ans avant moi, et c'était une bande de copains qui avait monté un studio, et d'ailleurs ils avaient été bosser aux États-Unis, ils avaient été bosser chez Hanna-Barbera pour la série télé. Ouais, c'est en fait la seule ouverture qu'on avait à l'époque au Gobelin, c'était Hanna-Barbera, c'était pas du tout Disney ni le long métrage, c'était la série télé. Mais déjà, c'était Los Angeles. Mais d'ailleurs, c'était Hanna-Barbera qui avait fait les Schtroumpfs. Oh là là, la honte, les Schtroumpfs. Oh là là. Moi qui ai grandi avec les Schtroumpfs, j'ai rencontré après, quand j'étais à DreamWorks aux États-Unis, des animateurs qui me disaient « Ah là là, les Schtroumpfs, moi c'est toute mon enfance ». Et moi je me disais « Mais moi aussi c'est mon enfance, mais votre enfance, vous avez grandi avec les mauvais Schtroumpfs, c'est pas les bons Schtroumpfs, c'est les Schtroumpfs d'Hanna-Barbera, les Schtroumpfs nuls ». Moi j'avais lu les Schtroumpfs, les albums de Peyo, qui sont derrière là, je veux dire bon... Et je leur montre, ah oui, mais eux, non, c'était leur enfance, c'était pas possible, quoi. Non. Bon, bref, donc ils avaient été à Hanna-Barbera, ils étaient revenus en France, ils avaient monté leur studio. Et moi, j'ai travaillé donc avec ce Jean-Jacques Prunès, qui était super talentueux. Il m'a tout appris. Et je le vois toujours, c'est toujours un copain, on se voit vachement souvent. Et donc voilà, j'ai appris mon métier. En fait, j'ai fait travailler sur 3 Astérix. Le premier Astérix, j'étais assistant animateur. Ensuite, il y en a eu un deuxième qui s'appelait Astérix chez les Bretons. Qui est pas mal aussi. Oui, c'est un intérêt que les gens aiment bien. Parce qu'il est marrant, il est rigolo, voilà. Et là, j'étais animateur du coup. T'avais animé quel personnage du coup? J'avais animé, déjà le général Motus, et puis des Bretons. J'avais animé des Bretons. Et puis surtout, on m'avait donné un gros général qui est là, celui qui est affiché là. Mais ça, c'est sur le suivant. Parce qu'ils avaient tellement bien aimé mon animation qu'ils ont récupéré le personnage, ils l'ont remis dans le 3e film. Il y a eu 3 Astérix, donc j'ai travaillé sur 3 Astérix. La surprise de César, le coup du Ménien. Donc le coup du Ménien, c'est le premier? Non, c'est le dernier. Le premier, c'est la surprise de César avec les frères Brizzi. Le deuxième, c'est les Bretons. Et le troisième, qui a eu lieu plus tard, parce qu'il y a eu 1 an de gap, il y a un espace d'1 an entre le deuxième et le troisième. Les deux ont été faits pratiquement back-to-back, c'est-à-dire que l'un après l'autre. Et c'était vachement bien d'ailleurs, parce que moi j'étais sorti des Gobelins. Donc on sort des Gobelins au mois de juin. Au mois de septembre, j'avais un emploi. Sur un film qui durait 9 mois, ou 1 an. Et donc en fait, le film il s'était terminé encore au mois de juin, j'avais des vacances. Et à la rentrée au mois de septembre, j'avais encore un boulot sur le 2e Astérix. Enfin, c'était vraiment un coup de bol, quoi. Et donc, j'ai travaillé sur les 3 Astérix. Et la période où il y avait un gap, c'est-à-dire un gap de presque 1 an, j'ai travaillé pour la pub en Angleterre, avec Jean-Jacques Prunès, toujours, parce qu'on était toujours copains. Et puis, c'est là où j'ai rencontré Paul Grimaud. Et j'ai travaillé avec Paul Grimaud à cette époque-là. Et donc, après, j'ai continué sur le 3e Astérix. Ça, c'est la période de 84 à 89. Cette période-là, c'est ma période française. Enfin, un peu moins, parce que je suis sorti des Gobelins en 83, mais si on compte depuis la sortie des Gobelins jusqu'à mon départ en Angleterre, parce qu'à l'époque, après, quand j'ai fini à la Gaumont, le studio a fermé, il n'y avait plus de boulot, je suis parti. Donc j'ai bossé 5-6 ans en France, avec Astérix, avec Paul Grimaud, avec des publicités, des tas de trucs, des petits boulots qu'il y avait à l'époque, ou des longs métrages qui se trouvaient, quoi. Tu disais tout à l'heure, le premier film c'est Frères Brizzi, les 2 autres c'est pas eux? Non. Non, les 2 autres. Le deuxième c'est Pino van Landsverd, qui est pas connu, qui est décédé d'ailleurs, il est décédé il y a 1 an ou 2. Et c'est un Italien, franco-canadien, italien, je sais pas, enfin bon, qui était sympa,
Je sais pas s'il avait beaucoup de talent, mais enfin bon, je sais pas où le producteur avait été le trouver. Il avait réalisé Astérix chez les Bretons. Et le troisième, Le Coup du Menhir, avait été réalisé par quelqu'un qui s'appelait Philippe Grimont. Pareil, qui était quelqu'un qui avait pas vraiment de talent de réalisateur, mais bon, à l'époque, c'était pas très important. Je sais pas pourquoi il n'avait pas continué avec les Brizzi, parce que les Brizzi étaient vraiment des gens de grands talents. Mais le producteur avait pensé que... Bon, bah... Et vous avez eu l'occasion de bosser avec Uderzo, alors? Oui, alors sur le troisième Astérix, ouais. C'était moi, parce que finalement, même les gens du storyboard, les storyboarders, Uderzo n'étaient pas là. Je me rappelle quand j'ai commencé à la Gaumont, au début en 84, sur le premier film, j'étais assistant. Je me rappelle quand Uderzo était venu, on nous avait présenté Uderzo, mais pour nous, c'était vraiment... Il y avait Uderzo, Pierre Tchernia et Gilbert de Goscinny, qui étaient les ayants droit de Goscinny, parce que Goscinny était décédé. Mais moi, j'étais assistant animateur, j'étais tout petit, donc je voyais Pierre Tchernia et les gens qui venaient au studio. Mais sur le troisième film, comme j'avais pris de la responsabilité, j'avais pris du galon, j'étais superviseur d'animation, donc le producteur m'avait fait confiance, il m'avait donné beaucoup de responsabilités, et moi j'avais dit, et ça serait bien qu'on ait Uderzo qui vienne pour nous aider en pré-production. Et il venait une fois par semaine. Donc j'ai eu l'occasion de voir Uderzo et c'était super sympa. Donc j'ai travaillé avec Uderzo pendant à peu près 3 mois. Et comment ça s'est fait alors cette migration en Angleterre? La Gaumont est fermée, et c'est le studio Gaumont. Et à l'époque, alors, comme il y avait eu un espace d'1 an entre le premier Astérix et le deuxième Astérix et le troisième, il y avait énormément de gens qui avaient travaillé avec nous à la Gaumont, qui étaient partis travailler ailleurs, comme moi. J'avais été travailler chez Paul Grimaud, j'avais fait de la pub, j'avais fait des tas de trucs. Et eux, il y en a qui étaient partis en Angleterre travailler sur Roger Rabbit. Ah oui, ça avait été un gros truc, ça. Parce que c'était un gros truc. Moi, j'avais eu des offres de Roger Rabbit à l'époque. Il y avait un peu l'histoire que tous les animateurs d'Europe un peu et des États-Unis avaient été concentrés sur cette proie. Ouais, les gens talentueux étaient là-bas, mais curieusement pas les Français. Je sais pas pourquoi, oui. Aucun Français, enfin si, mais c'était pas des gens les plus talentueux qui ont été sur Roger Rabbit. Il y en a eu très peu, il y en a eu 2 ou 3, je crois, des Français qui ont été sur Roger Rabbit. Et moi, je me rappelle, on m'avait demandé d'aller sur Roger Rabbit. Et à l'époque, je venais de rencontrer Paul Grimaud. Donc j'ai dit, non, c'est pas possible. Moi, je préfère Paul Grimaud que Roger Rabbit. J'aurais toujours l'occasion de travailler avec Dick Williams et autres. Enfin, bon, bref. Et donc, le truc, c'est que je suis parti en Angleterre parce que j'avais les gens qui avaient travaillé sur Roger Rabbit. Quand Roger Rabbit s'est terminé, il y en a qui sont revenus à la Gaumont sur le dernier Astérix. Et comme c'est toujours une histoire de réseau, quand la Gaumont a fermé, il y a plein de copains que j'avais, parce qu'on se fait en fait, quand on bosse dans l'anime, toi aussi, c'est pareil pour toi, je veux dire, pour tout le monde, on se fait des tas d'amis. On connaît plein de trucs, c'est histoire de réseau, les studios on les connaît, on sait qui fait quoi, les postes disponibles, les films qui se font, etc. Bon bref, c'était déjà pareil, sauf qu'il y en avait moins, mais c'était le même principe. Et donc j'ai su qu'il y avait un studio qui se montait avec les anciens de Roger Rabbit. Ils montaient un studio à Londres avec Steven Spielberg, puisqu'il avait été impliqué dans Roger Rabbit déjà. Spielberg. Et c'était Amblimation, c'était la contraction entre sa société de prod Amblin et Animation. C'était son nom, il avait trouvé ce nom-là. Amblimation, voilà. Amblin et Animation, voilà, donc il avait fait Amblimation. Et donc il a créé ce studio à Londres, parce qu'il s'était dit, si je le fais à Los Angeles, j'aurai personne. Parce que tous les animateurs sont chez Disney. C'était sa stratégie pour concurrencer Disney. Concurrencer, pas vraiment concurrencer, mais avoir une place. C'était pas tellement concurrencé, il voulait pas. Spielberg, il a toujours eu envie de faire l'animation, parce que lui, il a fait du cinéma, entre autres à cause de Peter Pan, de Disney. Il avait, comme beaucoup de gens qui font du cinéma, et même Vurel, ils sont regardé les films de Walt Disney, et lui c'était pareil. Donc il s'était dit, je vais faire de l'animation, je vais avoir un studio d'animation. Et il s'est dit, voilà, si je le fais à Los Angeles, je vais pas trouver de gens, parce qu'ils sont tous chez Disney, tous les gens bons sont chez Disney. Or, après Roger Rabbit, il s'est dit, mais il y a plein de gens qui sont vachement bons en Europe. Donc il l'a fait à Londres. Et puis donc comme j'avais des copains qui avaient travaillé sur Roger Rabbit, ils m'ont dit mais tu viens, mais viens. Alors moi j'hésitais, je parlais pas du tout anglais, mais bon bref. Et ce qui est marrant, c'est que le mec qui m'a convaincu d'y aller, c'était un de mes assistants qui avait été assistant à la fin de Astérix Le Coup du Menhir, donc le troisième, avant que le studio ferme, il était mon assistant. Il m'avait dit écoute, tu viens et puis on continue à travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est vachement important quand on va quelque part de pouvoir d'avoir quelqu'un qu'on connaît, quoi. Et voilà, on avait été voir le studio Amblimation et il m'avait fait une offre de superviseur d'animation. Alors je parlais même pas anglais, mais ils avaient vu
mon travail, ils aimaient bien, donc il a dit on te propose super d'animation. Et puis. Donc ça c'était en 89. C'était en 89, ouais, exactement. J'ai entendu que c'était toi qui avais ramené en fait beaucoup d'animateurs français. Ouais, bah oui, c'est vrai, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais accepté le poste en Blimation, donc c'était en août ou septembre 89. Et donc, bon, bah voilà, je vais en Angleterre. C'était un sacré truc, l'Angleterre, parce qu'il n'y avait pas le tunnel sous la Manche, je parlais pas anglais. Enfin, c'était vraiment un gros machin. C'est une aventure. Puis moi, je suis pas un aventurier du tout. Je sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller. Je me rappelle, j'ai commencé à apprendre l'anglais dans Illusion of Life. Genre, 2 mois avant, c'est-à-dire tout mon été 89, j'ai essayé d'apprendre l'anglais avec mon dictionnaire et puis Illusion of Life. Et puis j'arrive là-bas, et puis effectivement, on était 3 superviseurs. Un Allemand, un Hollandais et moi. Que je connaissais, les Hollandais, je les connaissais, on avait bossé sur Astérix ensemble, tu sais, c'est important de connaître les gens. J'avais eu des offres de Don Bluth que j'avais déclinées, parce que, bon, pour des tas de raisons. J'avais eu pas mal d'offres, il y en a bon, que j'avais déclinées pour des raisons un peu, enfin si, sans doute des bonnes raisons, mais je ne me rappelle plus. Donc j'arrive à Blimation, et les producteurs, ils me disent, ben voilà... il y a le studio, ils avaient un espèce de grand espace vide avec des tables d'anime, plein de tables d'anime. Ils m'ont dit voilà, si vous connaissez des gens, bah on est preneur. Alors moi, comme j'avais, ah oui, parce que j'ai pas dit, en fait, pendant cette période à la Gaumont, j'étais prof au Gobelin aussi. Pierre Emma, il m'avait appelé en 85, il m'avait dit on cherche des gens, est-ce que ça vous intéresse d'être intervenant au Gobelin? Alors j'ai dit oui. Il m'avait dit alors, comme vous n'avez pas l'âge, je vais vous faire une dérogation, vous ne le dites à personne, parce qu'il y avait apparemment, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais pour être enseignant, enfin intervenant au Gobelin, il fallait être sorti de l'école en tant qu'ancien élève depuis 3 ou 4 ou 5 ans, je ne sais plus, il y avait une certaine nombre d'années, et moi je suis sorti, donc j'ai commencé en 85, prof au Gobelin, et j'étais sorti en 83, donc ça faisait, 83, donc ça faisait 2 ans, donc c'était très court. Et j'ai été prof, et donc j'avais connu tous les gens, William Salazar, dont je te parlais, je l'avais connu comme étudiant au Gobelin, Rodolphe, Nicolas Marlet, tous ces gens-là, ils avaient été mes étudiants au Gobelin. Donc quand la fille, la productrice s'appelle Cindy Woodburn, elle m'a dit, est-ce que tu connais des gens, on a besoin de talent, j'ai donné tous les noms des meilleurs élèves de Gobelin. Voilà. Donc ils t'ont rejoint. Et ils m'ont rejoint, certains, ouais. Alors est-ce que c'est le début de ce qu'on appelle après la French Touch? Ouais, un peu, ouais. Je pense. Il me semble, parce que bon, à l'époque, c'était pas très connu. Surtout la French Touch, les journalistes, ils ont commencé à en faire des kilos quand il y a eu Los Angeles, parce que l'Amérique, ça fait plus rêver. Il y avait Spielberg déjà. Oui, il y avait quelques articles, les Frenchies, mais pas trop. En fait, ça a commencé en 95, l'histoire de la French Touch. Mais c'est vrai qu'une grande partie des gens d'Amblimation, c'était des anciens des Français. De DreamWorks, c'était des anciens d'Amblimation, il y en a eu plein, moi j'ai fait la liste, il y en a énormément. Ah oui. Et c'était quoi alors ton expérience à Amblimation? Il y avait 3 films je crois, Five All au Far West, Les 4 dinosaures et Balto. Je crois que c'est le Balto qui est resté le plus... Peut-être, c'est possible, je ne me rends pas compte, en tout cas Auerbach, Les 4 dinosaures, c'était pas une réussite. Mais c'était pas grave, moi j'ai des bons souvenirs d'Amblimation. J'ai des bons souvenirs de tous les studios où je suis passé. Et curieusement, ces studios où j'ai commencé, ça c'était nouveau. Moi j'ai eu la chance de commencer dans les studios qui sont créés. Je suis arrivé à la Gaumont, il n'y avait rien. Et rétrospectivement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décliné Don Bluth et Disney, surtout Disney. J'avais eu des offres de Disney 3 fois. Pour aller à Los Angeles? Pour aller à Los Angeles, oui, bien sûr. À Montreuil aussi. Mais à Montreuil une fois, à Los Angeles 2 fois. Ouais, Montreuil, c'était... quand ils ont créé Montreuil, je voulais pas y aller parce qu'ils faisaient de la télé. Moi, je voulais pas faire de série télé, je voulais faire du long métrage. Ils ont fait du long métrage plus tard. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est très rigolo, c'est qu'à la fin de la Gaumont, le producteur Yannick Piel de la Gaumont, on était tous les deux dans le studio parce que moi j'avais les clés et puis on fermait le studio. À l'époque, on avait essayé de développer un projet. En plus, il avait piqué au Brizzy. Oh l'escroc. Il avait piqué un projet au Brizzy qui s'appelait La Flûte Enchantée de Mozart. Enfin bon, c'est pas un projet. Je sais pas si les Brizzy qui avaient amené ce truc-là, mais c'était faire La Flûte Enchantée de Mozart en animation parce que c'était les 200 ans à l'époque de la mort ou de la naissance de Mozart, la mort de Mozart, je sais plus. Bref. Donc on avait bossé dessus. Il m'avait demandé de développer ce truc-là. Puis après, j'ai appris qu'il l'avait piqué au Brizzy. Bon, bref, je suis toujours copain avec les Brizzy. Bref, c'est vraiment l'histoire ancienne. Il y a prescription, donc on peut en parler. C'était il y a 35 ans. Mais il reçoit un coup de fil dans son bureau, je suis dans son bureau, et il parle en anglais.
Et puis, voilà, machin, bon bref, blablabla. Il raccroche, il dit c'était qui? Il me dit tu ne devineras jamais qui c'était. Je dis ah bon, c'est qui? Il dit c'était le studio Disney, qui appelait de Burbank. Et il me dit ah bon? Il dit il cherche un studio pour s'installer en Europe, et ils veulent savoir si on peut, si ça nous intéresse de discuter avec eux pour s'installer à Paris. Ah ouais, et le studio fermé. Je dis putain. Il dit je les ai envoyés chez Brizzy, ça m'intéresse pas. Oh, je dis putain, mais t'es nul, comment ça se fait que ça t'intéresse pas? Disney, Walt Disney quand même qui vient. Ça fait 5 ans qu'on existe et puis le studio va fermer. Après il me dit oui, mais ils veulent faire des séries télé, donc ça m'intéresse pas. Je dis ouais d'accord, il va faire des séries télé. Et effectivement, donc Disney a commencé à montrer les séries télé, mais les Brizzy, ils étaient un peu malins, ils se sont dit on va prendre l'opportunité de faire des séries. Et alors après, oui, c'est ça, en fait, le producteur, il me dit, je les ai envoyés chez Paul et Gaëtan. J'aurais donné les coordonnées de Paul et Gaëtan. Et effectivement, Disney, ils ont téléphoné au studio de Montreuil, parce que c'était déjà Brizzy Film, à l'époque, à Montreuil, on est même locaux. Et donc, les Brizzy ont accepté. Et ils ont été malins, parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire la qualité de long métrage, et après, ils ont eu des longs métrages. Et moi, effectivement, après, j'ai eu des offres donc des gens de Montreuil et de Los Angeles aussi, parce qu'après DreamWorks, genre pareil, on a des... Donc voilà, mais j'ai jamais... en fait, j'ai décliné parce que j'avais eu la chance de travailler... Bon, j'avais pas besoin de boulot à l'époque, et même quand j'avais besoin de boulot, il s'est trouvé que j'ai eu des offres de studios qui commençaient, et moi ça me plaisait plus d'être à l'origine d'un studio, parce que c'est toujours pareil, quand tu commences dans un studio qui existe déjà et qui a déjà des années. Alors Don Bluth, c'était pas aussi ancien que Disney, mais en arrivant à Disney, tu dois te conformer à la méthode qui existe déjà. Et moi, ça me faisait un peu peur. J'avais entendu des trucs genre, ah oui, tu dois faire ça, tu dois utiliser tel papier, utiliser tel crayon, tu dois faire des échelles d'animation comme ça. En fait, et puis c'est vrai qu'à Disney, pour monter les échelons à Disney, c'était beaucoup plus difficile, parce que les places étaient déjà prises. Quand tu commences intervalliste, puis après assistant, puis après animateur, puis après superviseur d'animation, et ça prend des années et des années. Quand tu commences dans un studio où tout est à faire, tu es promu très rapidement. Moi, je sais que mes anciens étudiants que j'ai appelés des gobelins, William Salazar, Nico Marley, Rodolphe Guénedin, ils sont passés animateurs en 6 mois. Ils auraient été à Disney, ils auraient été animateurs en 4 ans, 5 ans. C'était la question, c'est combien d'années faut-il pour faire un bon animateur? Mais qui peut savoir? C'est nul, je veux dire, de se poser cette question-là. Donc, en fait, c'est une des questions pour lesquelles je pense que je n'ai pas été dans ces studios-là, c'est qu'il y avait des méthodes qui étaient déjà définies, qui étaient déjà... bon, voilà, il fallait faire les choses... Et puis, il y a moins de place, en fait, il y a plus de place dans les studios qui se créent. Donc, voilà, j'ai été à DreamWorks, pareil, quand Amblimation a fermé. Bon, non, je suis revenu en France quand Amblimation a fermé. Est-ce que quand tu étais à Amblimation, Spielberg, il était impliqué dans les films? Ouais, beaucoup plus que DreamWorks. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'après c'était Katzenberg. Voilà. C'était son studio, c'est le studio de Spielberg, donc il venait, à chaque fois qu'il venait en Europe, il venait nous voir, il était là. Et on le voyait souvent. Donc le Amblimation ferme, et tout de suite DreamWorks ouvre? Non, en fait, même avant. DreamWorks et Amblimation, ils ont existé en même temps. D'accord. Ouais, pendant à peu près 1 an. Ce qu'on ne sait pas trop, parce qu'on ne se rappelle plus. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'Amblimation, on devait déjà déménager à Los Angeles. Je me rappelle très bien que même avant la création de DreamWorks, ils avaient prévu de déménager à Los Angeles, en 93. Ils nous avaient annoncé ça à Noël 93. On va déménager le studio DreamWorks à Los Angeles, et même il y avait des gens qui disaient l'erreur, c'est de commencer Balto, on n'aurait pas dû le faire à Londres, on aurait dû le commencer à Los Angeles. Parce que de toute façon, on doit aller à Los Angeles. Donc pourquoi? Voilà, il y avait des discussions. Donc Amblimation devait aller à Los Angeles bien avant la création de DreamWorks. Et puis par là-dessus, il y a eu la création de DreamWorks qui s'est greffée là-dessus. Et comme Katzenberg, il avait été beaucoup plus successful, comme on dit, il avait eu beaucoup plus de succès avec l'animation, et Spielberg beaucoup moins. C'est ce qu'ils avaient dit. Il faut revoir la conférence de presse quand il crée DreamWorks. Spielberg, il dit oui, bon Katzenberg is a clear winner. On était opposés, et puis bon, maintenant on est ensemble, mais je vais lui laisser faire de l'animation parce que moi, ça n'a pas marché ce que j'ai fait. Et c'était Amblimation. En fait, qu'est-ce qui était possible en 95 qui n'était pas en 89 avec Amblimation? Pourquoi? Alors, je pense que c'est pas une question de possibilité, c'est une question de décision et de volonté de Katzenberg qui voulait monter son studio parce qu'il avait été viré de Disney et qu'il en avait gros sur la patate. Il dit, je vais me venger, je vais monter mon studio. En fait, c'est tout con. C'est-à-dire que, en fait, un petit truc de concurrence. Voilà, complètement. Katzenberg a été viré de chez Disney parce qu'il n'avait pas pu avoir le poste de patron. Il voulait être calife à la place du calife, il l'a pas. Et je pense qu'il aurait dû y être.
Parce qu'il avait les capacités pour y être, mais Michael Eisner, il ne s'entendait pas. Bon, bref, il y a eu la guerre, et donc il a été viré. Et c'est le fait que Katzenberg ait été viré de chez Disney qui a fait qu'il a eu envie de monter un studio qui s'est appelé DreamWorks. Et il a ramené Spielberg et Geffen, il leur a dit allez, on va faire un studio, mais c'était lui. C'était lui. Et alors du coup, Amblimation, comme Spielberg, il avait déjà Amblimation. Je sais. Alors la question qui, pour revenir au début de ta question, qu'est-ce qui fait que Spielberg a voulu ramener Amblimation à Los Angeles? C'est parce que il s'est trouvé, au bout de 3 films, même 2 films, surtout à l'époque de Weirback, là, comment il s'appelle en français, le cirque, l'histoire du cirque, là, le cirque magique, les dinosaures, voilà, qui avait été une catastrophe, ça n'a pas du tout marché, et Spielberg, il a pensé que les films, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il était trop loin, il n'avait pas la direction créative, il n'avait pas d'impact créatif assez important, parce qu'il était trop loin, c'était la distance. Et donc il s'est dit, bon, ça sera mieux. Maintenant que j'ai une équipe à Londres, tous les gens, je vais les ramener à Los Angeles, et on va faire le studio à Los Angeles. En fait, je crois que c'était son idée, et les films, ils vont être mieux. Bon, donc c'était son idée. Et effectivement, il a donc emmené une partie de l'équipe, ça s'est fait sur une période assez étalée, presque 1 an, mais une partie de l'équipe a été à Los Angeles, avec donc Amblimation Los Angeles, avant DreamWorks, et ils ont commencé à travailler sur Cats, un film qui était une adaptation de la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber. Et donc moi j'y ai pas bossé, mais Nicolas Marley, il a bossé énormément sur Cats. Et certains réalisateurs et des artistes d'Amblimation étaient à Los Angeles à bosser sur Cats. Et on a appris à un moment la création de DreamWorks, quoi. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Spielberg, il a 2 studios maintenant. Comment c'est possible? Et en fait, le truc, c'est que quand on devait déménager à Los Angeles, moi, j'étais pas tellement pour. Premièrement, parce que c'était loin. Je suis pas un aventurier. Los Angeles, ça me faisait pas du tout rêver. J'ai jamais eu le rêve américain. J'ai dit, bon, Los Angeles, je préfère revenir à Paris. J'ai acheté cet appartement-là à cette époque-là, d'ailleurs. Et il y avait le studio Montreuil, donc Disney, qui se mettait au feature à l'époque. Ils commençaient feature, puisqu'ils avaient donc fait de l'animation télé, qui marchait pas mal. Et donc, les British, je les connaissais bien, une partie de l'équipe, je les connaissais. Donc, j'avais décidé de revenir en France. Et surtout, à Los Angeles, à l'époque, il y avait un gros tremblement de terre, en janvier 94. Et on voyait des images un peu, genre, c'était la fin du monde là-bas. Il y a eu des morts et tout, enfin bon, bref. Moi, ça ne m'avait pas du tout donné envie d'y aller. Et donc, je suis revenu en France quelques mois, 6 mois, pour travailler, pour prendre des vacances, puis pour prospecter, et puis pour me dire, voilà, Amblimation a fermé. Donc t'es allé voir Disney Montreuil un peu, J'ai pas été voir, je les connaissais, ils m'ont appelé. Je rappelle le producteur qui s'appelait Roy Conley à l'époque de Hunchback, il vivait en France, et évidemment on le voyait souvent, il m'a appelé, ah tu as mangé à la maison et tout, je me rappelle, je vais te donner le personnage de Esmeralda, tu vas voir, c'est super, enfin bon bref, et c'est vrai qu'à l'époque c'était une période c'était une période bénie pour l'animation 2D. Déjà, c'était l'âge d'or de Disney. C'était l'âge d'or de Disney, juste après le Roi Lion. Voilà. C'était juste après le Roi Lion. Je veux dire, ça avait fait tellement de business, tellement de milliards de dollars, qu'il y avait Warner qui avait ouvert son studio, il y avait Pixar qui commençait, il y avait donc Disney qui avait un studio à Paris, et puis, je veux dire, c'était des offres, on nous faisait un pont d'or, quoi, je veux dire, c'est vrai. Hein. Et puis finalement, donc, moi j'étais à Paris, et Katzenberg, comme une grande partie de l'équipe d'Amblimation, il y avait Amblimation et DreamWorks. En fait, ce qui s'est passé, c'est très marrant, c'est les vases communicants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Amblimation s'est vidé de ses talents. Ils ont été à DreamWorks, puis Amblimation a fermé. Oui. Mais Amblimation a fermé quand j'étais en France. Ils ont fermé en 95 peut-être, oui, début 96, ils ont fermé. Il n'y avait plus personne. Et la majorité des gens étaient déjà à DreamWorks. Et je me rappelle, moi, Katzenberg, il m'a appelé. Je l'ai rencontré à l'hôtel Crillon, je me rappelle très bien, où il venait pitcher le Prince d'Égypte avec ma femme. On a été, il nous a invités tous les deux. Voilà. Mais alors ça, c'est marrant ce que tu me dis, parce que à Pixar, il y a eu beaucoup d'animateurs qui m'ont raconté ces histoires de Katzenberg qui leur donne des coups de fil tard le soir pour faire de la séduction, pour les ramener, quoi. On raconte beaucoup de choses sur Katzenberg parce qu'il est parti de Disney avec certains projets, des idées de projets, et puis il a voulu prendre aussi certains animateurs. Et
toi, t'as beaucoup bossé avec lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, en fait, de ton... Moi, je trouve que c'était le meilleur patron que j'ai jamais eu. Ouais. Mais c'est pas mon copain du tout. Hein. Il a un côté très... il est super bien, il est honnête, il dit les choses, il est très businessman. Mais quand tu es dans son bureau, c'est terrifiant, quoi. Je veux dire, il fait peur, quoi, ce mec-là. Alors qu'avec Spielberg, c'était tellement sympa. Spielberg, il a un côté très bienveillant, très... Je veux dire, c'était presque un peu comme Guillermo del Toro, des gens qui sont super sympas, puis c'est un artiste. Alors que Katzenberg, c'est un businessman, c'est un mec, il aurait pu faire... il aurait pu être dans l'immobilier, il aurait pu être dans les casinos, il aurait pu monter les parcs d'attractions, il aurait pu faire... Bon... Et puis, il a trouvé l'animation, il est tombé dedans, et il a fait... Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il était vraiment bien, quoi. Vraiment super, hein. Comme patron, il est vraiment bien. Alors, ça ne veut pas dire que créativement, il a des bonnes idées, parce que des fois, il est tout pourri, puis des fois, ça c'est bien. Mais il a quelque chose... il a appris chez Disney, en plus, il a découvert l'animation chez Disney, il venait de Paramount, il ne connaissait rien à l'animation. Et il s'est vraiment pris au jeu, quoi. Il a bossé, quoi. Et il s'est intéressé, il a bossé, il est devenu vraiment, il a bien compris l'animation. Il a fait le studio. Bon, mais c'est vrai que... Et puis en plus, il a une capacité de bosser. Il se levait à 4h du matin et il se couchait à 11h du soir. Ah oui. Il a une force de travail hallucinante comme mec. Hein. Et donc, la première fois, je me rappelle, j'étais dans un petit studio. J'étais pas encore ici, dans le 3e arrondissement. Un petit studio, il m'appelle. En plus, son assistante, elle avait dû un peu faire une erreur au niveau des décalages horaires. Il m'avait appelé 1h du mat, moi j'étais pratiquement à poil, j'allais me coucher. Il m'appelle, je décroche, Jeffrey Katzenberg on the phone. Ah bon, alors t'attends. Et puis voilà. Première fois qu'il me dit, Hey Christophe. Bon voilà, c'est très américain, mais après, effectivement, je l'ai rencontré plusieurs fois. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'hôtel Crillon. Il venait présenter le Prince d'Égypte. Et il faisait le lip service, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment... Il allait dans le monde entier pour rencontrer les gens. Ah ouais, il allait chercher les animateurs. Il allait chercher les gens, il allait chercher les animateurs, exactement. Il savait que c'était ça qui allait faire la qualité des films. Mais pas seulement ça. Je veux dire, quand il y a eu Prince d'Égypte, il a été au Vatican pour montrer Prince d'Égypte. Je veux dire, il a été rencontrer tous les gens de toutes les religions, enfin les représentants des religions, des 3 religions monothéistes dans tous les pays, pour aller leur montrer le film en disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez nous aider, des trucs qui vous gênent. Enfin bon, il a toujours été, comment dire, il prenait les choses de la bonne façon, je pense. Ouais. Il y en a d'autres, c'est du genre oui, moi je sais faire, non, voilà. Non, lui, il a cherché les talents, il a fait le travail. Il me demandait, quand on venait dans les médias, comment vous faites ça ? Et il avait eu ça de Disney. Alors, il ne pouvait pas donner l'échange parce que ce n'était pas vraiment un artiste, il n'a jamais commencé comme artiste. Et c'est ça la différence avec Spielberg et même Disney, c'est que Disney, moi j'ai lu des trucs et j'ai rencontré des anciens qui sont morts maintenant, qui avaient travaillé avec Walt Disney, et il y avait une différence entre quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis, qui savait, et qui dit, Walt Disney, il faisait ses maquettes, c'est quelqu'un qui aurait pu faire la Tour Eiffel en allumette, quoi. C'était son truc. Alors que Katzenberg, pas du tout. C'est le genre de mec self-made man, mais plus dans le genre, ça aurait pu être l'équivalent en France d'un mec qui a fait une école de commerce, quoi. Tu vois, qui monte sa boîte, quoi. Alors que Spielberg, pas du tout. Disney, pas du tout. Et donc c'est pour ça, quand ces gens-là, tu discutes avec eux, je veux dire, t'as un dialogue. À Katzenberg, c'était pas le même dialogue, mais c'était toujours super bien, quoi, super honnête, sympa, mais cool. Mais je veux dire, moi, c'est par exemple, quand je lui écrivais un email, et c'était pas souvent, peut-être 3-4 emails dans l'année, mais c'était celui qui me répondait le plus vite. Tu vois, mais 3 mots. Tu vois, je t'écris un email à Jeffrey. En général, il faut le faire à 5h du mat, et il te répond à 5h05. Et il écrivait par exemple à DreamWorks, il écrivait une carte pour l'anniversaire de tous ses employés. Tous. Donc le matin, il écrivait un truc, il signait la carte pour les employés. Donc tu avais un petit mot personnel de Jeffrey, hein, c'est le mec à l'américaine, mais sympa quand même. Donc moi j'ai un bon souvenir de Spielberg en tant que patron. J'ai un meilleur... Pardon ? De Katzenberg, t'as dit. De Katzenberg, pardon, oui. Alors que Spielberg, j'ai un meilleur souvenir en tant que voilà, la relation humaine a été beaucoup plus sympa. Mais c'est vrai qu'à DreamWorks, on le voyait beaucoup moins qu'à Amblimation, parce qu'à Amblimation, à chaque fois qu'il venait, c'était son studio, quoi. Et donc quand vous arrivez, vous commencez sur Le Prince d'Égypte. Ouais. Direct.
Direct, bah oui, direct. Moi, je me rappelle très bien que quand il est venu à l'Hôtel Crillon, il nous a présenté Prince d'Égypte, la musique, tous les visuels et les machins. C'est un film avec une ambition énorme. Ouais, énormément d'ambition. Et la Bible en animation, c'est pas la Bible qui m'intéressait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une grande partie des animateurs de Disney n'ont pas voulu venir à DreamWorks, parce que la Bible en animation, ça les emmerdait, quoi. Ils comprenaient pas, c'est pas possible. Ils étaient habitués au style Disney, quoi. Mais nous, on s'en foutait un peu. Moi, j'ai accepté d'aller à Los Angeles parce que je me suis dit, allez, je vais y aller. Si j'y vais pas maintenant, j'irai pas. Donc, allez, on va tenter le coup. Et puis, en plus, une grande partie de ma famille, elle était là-bas, puisque tous les anciens d'Emblimation, une grande partie de mes anciens élèves de Gobelins que j'avais engagés en Emblimation, et puis toute l'équipe d'Emblimation, une grande partie était là-bas. Quand je suis arrivé à DreamWorks, j'étais en famille, quoi. Je voyais, c'était des copains, quoi, que je connaissais depuis 5 ans, avec qui j'avais bossé. Donc, ça faisait aussi une grosse différence par rapport à aller chez Disney, où je connaissais des gens, mais c'était pas pareil. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'étais à DreamWorks. Et puis... et c'était comment la prod, alors, du Prince d'Égypte? Oh, c'était comme toutes les prods des studios qui commencent. Moi, j'ai retrouvé un peu l'ambiance de la Gaumont sur Astérix et Astérix César, l'ambiance d'American Tail, le Five All Goes West en Emblimation. Tu commences un studio, il y a tout à faire, c'est le bazar. On fait un peu... Alors, ça dure jamais, mais en général, ça dure sur un film. Alors, des fois, la boîte se casse la gueule. On fait un film, puis ça marche pas, et on arrête la boîte. Là, les boîtes sur lesquelles j'ai bossé, on faisait des films, on savait pas trop comment on faisait, mais on avait la bonne volonté, et puis le côté, allez, on va faire un truc, on bossait comme des fous, sans savoir vraiment... alors, ce Prince d'Égypte était déjà plus professionnel, mais il y avait ce côté un peu bon enfant, l'aventure. Ça a duré en général un film, et puis après, ça devient une vraie entreprise. Après, il y a des règles, comme toutes les entreprises. Mais Prince d'Égypte, je me rappelle qu'il était un souvenir où c'était très ambitieux. En plus, à l'époque, il y avait la presse, puisqu'il y avait le côté, le scandale entre Disney et DreamWorks, Katzenberg, donc il y avait tous les journalistes qui venaient nous voir, et puis en fait, ils développaient, alors avec Spielberg, avec Geffen, qui mettait plein d'argent, c'était une époque où on avait la visibilité médiatique du monde entier. Et puis, quand même, ils mettaient de l'argent. Je m'étais dit, putain, mais pourquoi ils dépensent autant d'argent? Ils sont fous, ça ne durera pas. Effectivement, ça n'a pas duré. On avait le chef personnel de Amblin de Spielberg qui venait nous faire des petits plats parce qu'on avait la linge gratuit, on avait tout ce qu'on voulait, quoi. Petit déjeuner gratuit, on faisait le studio de Glendale n'était pas encore construit. Je sais pas si t'as été... Oui, on s'est vu à Glendale au studio, voilà, au campus. C'était pas encore construit, donc on était dans un building qui était sur le campus du studio Universal, là où ils font la vue réelle. Donc on avait énormément on voyait les stars, on voyait les tournages de vue réelle, on allait faire nos réunions chez Spielberg, donc à Amblin en fait, et donc c'était spécial, mais c'était vachement sympa, ouais. C'était des bons souvenirs. Et alors explique-moi comment c'était organisé un peu, parce que il y avait de la 3D aussi. Ah oui, alors nous oui, c'est vrai qu'il y avait la 3D. Ouais. Non, en fait, quand Katzenberg, quand DreamWorks s'est créé, il voulait tout faire, il voulait pas faire que de l'animation, il voulait faire de la vue réelle avec Spielberg, de la musique avec Katzenberg, des jeux vidéo, des parcs d'attractions, tout. En fait, il voulait tout faire, tout ce qui touchait un peu au prix à l'entertainment, il voulait faire. Il était très très ambitieux. Alors après, les ambitions étaient revues à la baisse. Internet, il y avait un truc, pop.com, je me rappelle, en 95, pop.com, c'était un grand truc. Au bout de 2 ans, ça a arrêté. Et donc l'animation traditionnelle à la Lion King, mais Pixar, donc on faisait de la 3D. Et en fait, la 3D et le stop motion, la marionnette, les pâtes à modeler, on voulait tout faire. Enfin, avec Hardman. Avec Hardman. Donc en fait, Katzenberg, il a fait un partenariat avec PDI à San Francisco pour la 3D et avec Hardman à Bristol pour le stop motion. Et ils ont fait Chicken Run. Ensuite, ils ont fait... en même temps, ils faisaient Hans en 3D, et puis après Shrek. Et puis nous, on faisait Prince d'Égypte, puis Eldorado, donc voilà. Du coup, tu as Fourmise, Hans qui sort... Ah oui, alors il y a eu un truc de journaliste, genre oui, Katzenberg, il est parti avec l'idée de faire des insectes. Moi, c'est des trucs de journaliste. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, mais l'idée des insectes, personne n'a parlé du français qui faisait Insector. Bon, je veux dire, l'idée de faire des insectes en animation, c'est pareil de faire des jouets en animation. Quand Toy Story est sorti, personne n'a dit, il a piqué l'idée à tous les gens qui avaient fait des jouets
en long métrage d'animation avant, et il y en a eu. Bon, on s'en rappelle plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait la guerre Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg. Donc, voilà, il y a eu cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais quand on voit les deux films, ils ont l'air vachement différents quand même. Mais le sujet est quand même le même. Oui, le sujet est le même, et c'est une des raisons pour lesquelles, au niveau du business, Katzenberg, il a poussé pour qu'on sorte le film avant. Alors c'est ça que j'ai te demandé, parce que finalement, il y a Hans qui sort en octobre, et tu as le Prince d'Égypte qui sort 2 mois après. Donc 2 mois après en décembre. Vrai, t'as raison. Donc il y a une volonté que le premier film de DreamWorks, ça soit le film 3D. Ouais. Et puis après, 3 ans après, t'as le succès de Shrek. Ouais. Est-ce que vous, quand vous faites vos films 2D, Prince d'Égypte, Eldorado, ça, il commence à y avoir une pression qui arrive. Enfin, comment vous voyez cette émergence de la 3D au sein du même studio? Prince d'Égypte, non, pas du tout. Pas de pression du tout. En plus, on trouvait que c'était nul ce qu'ils faisaient. On trouvait que les designs étaient nuls, les fourmis étaient moches et tout. Non, en fait, le truc, c'est qu'il l'a sorti 2 mois avant Prince d'Égypte pour le sortir avant Bugs Life. Aussi, c'est vrai. Non, c'est pas aussi, c'est d'abord. C'est parce qu'il devait sortir après. Prince d'Égypte, ça devait être le premier. Et puis Katzenberg, au niveau business, il s'est dit, il faut mieux le sortir avant. Donc, ils ont mis le coup de pression. Ils ont sans doute mis plus d'argent, ils ont engagé plus de gens pour le sortir avant Bugs Life. C'est tout à fait une business decision. Mais nous, on considérait les gens de la 3D comme des... L'animation, c'était pas ça. Nous, on était... Enfin, je veux dire, rétrospectivement, on trouvait que les gens de la 3D, c'était... Voilà. Alors, il y a eu quand même Toy Story qui est sorti, qui était quand même vachement bien. Voilà. Et qui a fait du succès. Mais Prince d'Égypte, c'était l'animation traditionnelle à la Disney... Mais avec le succès de Shrek en 2001, vous vous êtes pas dit que la 2D, elle commençait à... Bien sûr. Ah oui, non, la 2D, je veux dire, l'histoire de la 2D à DreamWorks, c'était sur la pente descendante, et l'histoire de la 3D à DreamWorks, c'était le contraire, c'est sur la pente. Donc à un moment, DreamWorks et Jeffrey, il adorait tellement la 2D traditionnelle qu'il en a fait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, parce que sinon il aurait fait faillite. Je veux dire, même si bad, je pense qu'on n'aurait pas dû le faire. On l'a fait, on l'a mis en chantier, c'était le coup de bluff, c'était du genre, bon allez, on le fait pas, allez on le fait. Puis au moment où Jeffrey s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée, il était trop tard, on pouvait pas l'arrêter. Parce que ça aurait coûté plus d'argent de l'arrêter que de le continuer. Donc quand on l'a sorti, on savait très bien que c'était une catastrophe. Et que ça serait le dernier. Oui, parce que de toute façon, bien sûr, même, très vite. Mais Disney, pareil, quand ils ont fait Treasure Planet, je crois que c'était, non? Attends, c'était quoi le film? Le dernier, c'est Home on the Range, c'est la ferme sur ruelle, là, avec les vaches. Ouais, c'est le dernier celui-là? Alors après, ils ont refait La Princesse et la Grenouille, mais longtemps mais après. Ça, c'est autre chose. Ils ont fait Winnie l'ourson. Le dernier, c'est Home on the Range, ça doit être pareil. C'est le dernier, si tu veux, qui est où il y en avait un tous les ans qui sortait. Ouais. Je pense qu'ils devaient savoir que c'était un peu... Enfin, DreamWorks et Disney, par rapport à la 2D et la 3D, c'était un peu la même histoire. C'est qu'on s'est rendu compte que c'était la 3D qui faisait de l'argent, et la 2D, plus personne n'allait voir la 2D. Donc en fait, c'est vrai que Shrek, il nous a sauvé la mise, parce que après, tous les animateurs 2D se sont mis à la 3D. Et puis en plus, il gagne l'Oscar. C'est-à-dire que... Ah oui, le premier Oscar de l'animation. Le premier Oscar... Donc en fait, avant, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait que Disney. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que l'Oscar arrive au moment où il y a de la concurrence, et c'est le challenger qui gagne. C'est vrai, Nous, on a, au niveau... Oui, c'est vrai que ça a dû faire face à Monstres et compagnie. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça, c'est beaucoup de trucs de journalistes, ça. Nous, quand on travaillait, on ne le voyait pas tout à fait comme ça. On voyait le succès de Shrek, qui était en 3D, et l'échec des films en 2D. Et donc, finalement, on s'est dit, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, les gens, évidemment, ils se disaient, ah là là, vraiment frustrés, parce que tous les émetteurs 2D, ils disaient, c'est pas possible. Mais en fait, c'est des trucs qu'on n'ose pas s'avouer. On n'ose pas s'avouer, et surtout aux États-Unis. En France, c'est un peu différent, mais aux États-Unis, les films sont dépendants du succès du public, parce qu'il n'y a pas de subvention. Aux États-Unis, si un film n'a pas de succès public, la société fait faillite, ou les films, on n'en refait pas un autre derrière. Alors qu'en France, on peut toujours faire des films. Enfin, moi, j'ai vu des tas de producteurs ou des tas de films qui se font, et ils font aucune entrée, c'est pas grave. Parce que c'est des films d'auteur, parce qu'il y a un côté... bon. Et c'est vrai que les Américains, ils sont très envieux de ce système-là, parce que c'est un système qui est très, très focalisé sur les artistes. Les artistes font des films, et le producteur, il a moins à dire en France qu'aux États-Unis. La notion d'auteur, ça n'existe pas. C'est film d'auteur, c'est la tradition française, exactement. Voilà, les droits d'auteur et le film d'auteur, c'est un truc qui est très français. Alors qu'ils ont des auteurs en vrai aux États-Unis. Bien sûr, évidemment ils en ont. Mais après, c'est une question de savoir qu'est-ce qu'on met. Chacun a ses définitions de l'auteur. Mais bon, c'est vrai que aux États-Unis, les films sont très dépendants du succès du public. Donc on a arrêté la 2D
Parce que les gens venaient pas voir les films. Donc tous les étudiants qui me disaient « Ah, mais la 2D, pourquoi ils ont arrêté la 2D? C'est une erreur. » Ah, mais c'est une erreur. Mais ils disent que les films étaient moins bons et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas marché. C'est une excuse, évidemment, que si Shrek avait été fait en 2D, est-ce qu'il aurait eu autant de succès? Toi, tu penses pas? Moi, je pense pas. Non, bien sûr que non. Moi, je pense que Shrek aurait eu un succès, mais largement. Parce que la 3D, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du divertissement, ça fait partie de la proposition de l'entertainment. Évidemment que en 3D, il y a quelque chose. Les gens vont au cinéma aussi pour l'attraction, un peu pour le côté divertissement, le côté esbrouf, le côté magique. Et pas que pour l'histoire. C'est aussi le spectacle. Et la 3D fait partie du spectacle. La 3D, c'était nouveau, c'est-à-dire que les gens, les enfants, ils ont vu la 3D, il y avait un côté plus que la 2D, je dirais, la texture. Ah bah, il y avait une troisième dimension. Le nounours, il a l'impression d'être un vrai nounours, quand on regarde un film 3D. J'avais lu que Katzenberg, il comparait aussi beaucoup l'évolution de la 2D à la 3D au passage du muet au parlant. Oui, bien sûr. Non, c'était surtout pour la stéréo, pour le relief. Ah bon? Ok. Ouais. Et aussi pareil pour le... Alors, il y a des avancées techniques qui ont effectivement fait une différence, et le muet au parlant, ça a fait une différence. Le passage du noir et blanc à la couleur, ça a fait une différence, mais le passage du film plat au film en stéréo, en relief, ça n'a pas vraiment de différence. Ça a fait une différence au début. Ça a eu un succès d'estime, mais je pense, moi, personnellement, que tant que le public aura à mettre des lunettes, ça marchera. C'est tout con, c'est parce qu'on demande aux enfants de mettre des lunettes. Tu vois, cette idée du passage du muet au parlant, il y avait cette idée que les acteurs de l'époque, ils devaient s'adapter ou mourir, entre guillemets, quoi. Parce que... Et est-ce qu'il n'y a pas eu les animateurs, ils ne sont pas retrouvés un petit peu dans cette position à ce moment-là? Ça, c'est une bonne comparaison, ça. Tout à fait. Effectivement. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais, c'est une super bonne comparaison, ça. Parce que c'est vrai, effectivement, quand on lit dans les bouquins ou le témoignage des acteurs, il y a des acteurs, c'était leur métier de jouer dans des films qui étaient très connus. Et cette histoire, elle a été racontée dans Sunset Boulevard, le film de Billy Wilder, avec Gloria Swanson. Ouais. Gloria Swanson joue le rôle d'une grande vedette qui était connue pour les films muets. Dans Chantons sous la pluie. Voilà, Chantons sous la pluie, exactement. Et ça reprend le même thème de la... Voilà, Easy Artist. Donc voilà, et il y a eu ça, et il y a eu ça pareil avec l'animation. Sachant que les animateurs sont des acteurs. Alors, acteurs timides, on dit, parce qu'ils sont derrière, des acteurs. Enfin, ils font un boulot d'acteur. C'est vrai que dans les films narratifs américains, comme ça, on fait un boulot d'acteur, c'est sûr. Alors le reste du boulot, il est quand même fait par les acteurs qui font les voix, parce que si on n'avait pas les voix, on ne pourrait pas être acteur. Ouais. Mais bah oui, on fait que 50% du boulot quand même. Faut aussi pas oublier. C'est le premier 50%, les derniers 50%, parce que le premier 50%, c'est les acteurs qui prêtent leur voix. Mais les gens du storyboard et les réalisateurs font aussi un boulot d'acting. Oui, on imagine les personnages, on les imagine, donc le réalisateur, il fait quand même un boulot d'acteur aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'animateurs 2D, et principalement de chez Disney, pour des raisons que je pourrais expliquer, enfin moi j'ai ma théorie là-dessus, n'ont pas fait la transition de la 2D à la 3D, un peu comme les acteurs du muet n'ont pas fait la transition du muet au parlant. Effectivement, c'est une bonne comparaison. Par volonté? C'est quoi ta théorie? Non, c'est pas du tout par volonté, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à la technique. Et ils n'ont pas su s'adapter à la technique. Je pense que à DreamWorks, on a plus su s'adapter parce qu'il y avait moins la pression historique qu'il y avait à Disney, où Disney, c'était tellement la tradition artistique et l'héritage des anciens, Nine Old Men et de Disney qui disaient il faut dessiner, il faut être des grands artistes, si on dessine pas on ne saura rien faire. Et donc moi je me rappelle Andreas, quand on était à DreamWorks, à chaque fois que je le voyais, je rencontrais des fois au supermarché, et il me disait hold on to your pencil, don't let them, et il disait non, la 2D, la 3D c'était vraiment l'enfer, c'était le diable. Parce que lui, à Disney, c'était des grands artistes. Les artistes comme Billy Cole, comme Frank Hennerly, et leurs héritiers, c'était Glenn Keane, c'était Andrea, c'était, comment il s'appelle, Eric Goldberg, c'était tous ces gens-là. Et ils avaient tellement... Parce que Disney, c'est vraiment construit sur
comment dire, l'artistique au niveau du dessin, il faut... et à juste titre, quand il y avait les films dessinés, c'est eux qui étaient les meilleurs. Hein, ils avaient les meilleurs artistes, parce qu'il y avait eu toute cette tradition depuis les années 30. Et alors, donc, nous, à DreamWorks, on n'avait pas ça. Ouais. On n'avait pas ça, et nous, on nous a dit, voilà, on va faire un training programme, et pratiquement plus de 80% des animateurs seniors, les superviseurs de DreamWorks sont passés à la 2D, à la 3D sans problème. Et par contre, les animateurs de Disney, moi j'en connais aucun des grands animateurs de l'époque du Roi Lion qui sont devenus superviseurs en 3D. Alors qu'à DreamWorks, moi je peux t'en citer une dizaine, qui étaient des superviseurs sur les films depuis Prince jusqu'à Simbad, qui sont maintenant ou qui ont été superviseurs, et moi j'en suis un aussi, hein, parce que j'étais superviseur en 2D, j'étais superviseur en 3D, et la transition s'est faite assez alors, naturellement. Personnellement, pour toi, comment ça s'est passé? Ben bien. Ouais. Sans problème. Bah oui, mais enfin le truc c'est que, attends, il y a aussi, alors je parlais de la pression du dessin, c'est vrai que les animateurs de DreamWorks qui ont eu du mal à passer la 3D, c'est des animateurs qui étaient très accrochés au dessin. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un animateur qui s'appelle Dan Wagner, qui était un des plus grands animateurs 2D et qui est maintenant un des plus grands animateurs 3D. On était ensemble dans les trainings. Et il m'a dit, un jour, il a formulé d'une façon assez intéressante, il a dit, si tu es plus amoureux du dessin que de l'acting, tu auras du mal en 3D. Si tu es plus amoureux de l'acting que du dessin, il n'y a pas de souci, tu y arriveras. Et moi, je pense que ce qui m'intéressait, c'était plus l'acting. Et rétrospectivement, quand je pense à ma carrière en 2D, le dessin n'était pas très important. Et d'autant plus que le dessin, j'ai toujours eu l'impression, alors c'est psychologique, d'avoir du mal en dessin. J'ai toujours eu l'impression que les dessins que je faisais, ça allait jamais, quoi. Ils étaient moches. Alors, c'est dans la tête, ça. Parce que je luttais pour faire un dessin qui ressemblait à quelque chose qui me plaise. Et ça me plaisait jamais. Donc j'ai travaillé beaucoup. En fait, quand on y arrive, on a l'impression de ne pas y arriver, ben ça nous oblige à bosser beaucoup. En fait, j'avais toujours l'impression que mon dessin sur ma table d'animation était moche et que quand on voyait mon plan à l'écran, on ne voyait pas les erreurs de dessin parce que comme ça défile à 24 dessins par seconde, ça passe vite. Donc le mouvement, moi je me disais c'est le mouvement et l'acting qui est important. Et quand je suis passé à la 3D qui n'avait plus le dessin, ça m'a bien plu. Premièrement parce que j'étais curieux d'un nouveau médium. J'étais un peu curieux de bricoler avec un nouvel outil, ça aurait été fait pareil. J'aurais eu la même impression avec la pâte à modeler, peut-être, ou le volume, de me dire voilà, je vais essayer de bricoler autre chose. Et puis donc le dessin m'a pas du tout manqué. Preuve en est que j'ai pu dessiner. Pendant 15 ans, je dessinais plus, j'ai pu toucher pratiquement. T'as arrêté l'animation 2D complètement? C'est même pas l'animation 2D, c'est le dessin. Ah ouais. Je dessine plus. Tu faisais pas des croquis pour préparer tes lignes 3D et tout? Ah, au début, oui. Au début, oui, mais parce que c'était l'apprentissage de la technique. C'est-à-dire que les premières animations 3D que je faisais, elles étaient très influencées par la 2D. Je faisais mon timing, j'imprimais des feuilles d'expo, je faisais mon timing, je faisais même des échelles d'animation dans mes scènes 2D. Mais ça a duré 1 an. D'accord. Bon, c'était une façon de faire la transition. Puis après, on utilise les outils 3D comme les animateurs 3D, mais simplement parce que nous, on connaissait l'animation. En fait, le truc, ce qui s'est passé à DreamWorks aussi, qui était un peu différent de Disney, parce qu'il y avait Disney et Pixar, nous on avait DreamWorks et PDI, on avait la même chose, mais c'était les mêmes studios. DreamWorks, PDI et DreamWorks étaient très liés, beaucoup plus liés à l'époque que Pixar et Disney. Et donc nous, on a les animateurs de PDI qui nous ont appris la technique, la 3D, mais eux, ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous apprendre l'animation, l'acting? Vous êtes des vrais animateurs, nous on est un peu, on bricole avec le logiciel. Et bon, c'est vrai, quand on voit les premières animations de Fourmis, c'est pas ça, quoi. Enfin, si tu compares par rapport à Prince Égypte ou Eldorado, l'anime de Fourmis, elle est bancale, elle se casse la gueule. Donc en fait, il y a eu un espèce d'échange entre les animateurs où eux, ils nous ont appris le logiciel et nous, on leur a montré des trucs un peu au niveau de l'acting, du spacing, du stretch and squash, du timing, tout ça, voilà. Et c'est à quel film tu penses que DreamWorks a atteint une sorte de... Shrek 2. Shrek 2, ça a été... Ouais. La rencontre entre les animateurs de D3D, c'était au moment de Shrek 2. Kung Fu Panda un petit peu, mais c'était Shrek 2. Plutôt. Alors moi, j'ai pas bossé sur Shrek, mais ça s'est passé sur Over the Edge, sur Nos voisins les hommes. Alors Gang de requin un petit peu Gang de requin, parce que Gang de requin c'était le tout premier film qu'on a fait en 3D à Glendale, au campus de Glendale. Et c'est ta première expérience 3D, non? Ouais, alors en anime oui, parce que j'avais commencé sur Nos voisins les hommes, en pré-production, mais pas d'anime. On faisait les tests de rig, on faisait tout ce qui était motion packet, on faisait plein de trucs, c'est qu'on a été initié à la 3D avec un training programme,
dans l'idée de travailler sur Nos voisins les hommes. Et Nos voisins les hommes, on a commencé, puis hop, il est reparti à l'écriture, parce que souvent les films, ils commencent, puis ils s'arrêtent, et puis ils recommencent, et puis ils s'annulent, des fois, bon. Et donc, Nos voisins les hommes est reparti à l'écriture. Ils ont même changé de logiciel. Ils devaient le faire sur Maya, puis ils l'ont fait sur IMO à l'époque, le logiciel de PDI. Et donc, on a bossé, toute l'équipe, on a été travailler et donner un coup de main à Gang de requins, qui était sur Maya. L'autre devait être sur Maya aussi. Et on a fait de l'animation. Donc moi, mes premiers tests d'animation en 3D, mon premier expérience de 3D, c'était sur Gang de requins. Mais c'est pas un très bon souvenir. Gang de requins, moi, j'aimais pas trop. C'était n'importe quoi. La production, c'était nul. Ils savaient pas trop comment prendre le truc. Et une fois que Over the Hedge, Nos voisins les hommes, a été prêt pour repartir, ils avaient même changé de logiciel. C'était plus sur Maya, mais bon, c'était assez proche. Donc je suis revenu sur Nos voisins les hommes, et là c'était sympa. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir. En fait. À prendre du plaisir, ouais. Mais bon, Gang de requins aussi, hein, c'était simplement animé en 3D, c'était sympa. Hein. Et il n'y a jamais rien dans la 3D qui te manquait que tu trouvais dans la 2D. Rien. Non. Alors si, peut-être, si, l'animation dessin après dessin de Straight Ahead, le prendre du plaisir à faire de l'animation, comment dire, flipper les feuilles et faire des animes straight ahead, oui, parce qu'en 3D c'est super compliqué à faire le straight ahead. Moi c'est ça qui m'a... Moi ce qui m'a manqué, ce qui m'a frustré un peu dans la 3D, mais c'était la même frustration dans la 2D mais à l'inverse, c'est-à-dire que moi en 2D je faisais mon plan, en 20 minutes c'était torché quoi. C'est que je prenais énormément de temps à préparer un plan. J'y pensais des jours, des heures, des jours, ça dépend des plans. Hein. Quand c'était un plan de 10 secondes, je pouvais prendre 2-3 jours pour y penser, prendre des notes, faire des croquis, remplir ma feuille d'expo, essayer d'avoir le plan fini dans ma tête, et en 3D pareil. Sauf qu'en 2D, une fois que ça s'est fait, on anime très vite. Très très vite en 2D. Le premier rough, il est fait en très très vite. Et après le tie down, on a énormément de temps pour faire des beaux dessins. En 3D, c'était l'inverse. J'ai trouvé que le premier, le blocking, ça prend énormément de temps à faire un blocking en 3D, parce qu'il faut manipuler la poupée, il faut manipuler les trucs, alors qu'en 2D, je veux dire, en dessin, c'est tellement rapide. On fait un rough, on fait le deuxième papier, et hop, on y va très rapidement, et tout de suite, on a un résultat immédiat en 2D. Alors qu'en 3D, non. Alors, tout ce qui est lent en 2D, c'est rapide en 3D. C'est-à-dire qu'après le tie-down, une fois qu'on a fait son blocking en 3D, moi, le tie-down, c'est vachement rapide. Enfin, le ratio, le pourcentage de temps qu'on passe en 2D et en 3D, il est inversé par rapport au premier jet et au polishing. Polishing en 3D, pour moi, en tout cas, il est rapide. Alors, je compte pas les retakes, parce que après, on montre ces plans à des gens qui ont des opinions. Et ça, c'est encore un autre problème, parce qu'en 2D, on n'avait pas autant de gens qui avaient des opinions. Parce que comme en 3D, on peut refaire facilement, et ben les gens ils se permettent d'avoir des opinions. En 2D, ça prend vachement de temps à refaire. Tu montes ton plan, il est fini, tout à l'image. S'il y a des notes, on va se dire ah ouais, mais ça va coûter cher, ça prend du temps, donc on a moins de gens qui donnent leur opinion. Mais ça, c'est un autre problème. La technique de la 2D et de la 3D. Mais en fait, même ce changement qu'il y a eu dans l'industrie de la 2D à la 3D, ça a changé du coup aussi la façon dont on écrivait les films. En tout cas, c'est mon expérience par exemple à Illumination. C'est comme on sait qu'on peut recommencer plus facilement. Et ben oui. Parfois on se permet d'aller dans des directions puis de tout supprimer. T'as raison, mais moi j'ai eu l'expérience, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait déjà ça en 2D. Je venais de la France et à Amblimation un peu moins, mais quand je suis arrivé à DreamWorks, les gens ils se permettaient de tout réécrire tout le temps. C'est-à-dire que sur Prince d'Égypte, il y avait peut-être 10 heures de storyboard et il y a 1h30 de film. Je veux dire, bon, alors évidemment, on les animait pas. Le truc, c'est qu'en 3D, on peut se permettre de commencer à les animer parce que justement, oui. Mais c'est pas une question. Je pense pas que ce soit une question d'écriture. C'est une question de réécriture. On se permet de. Mais ça, c'est la question technique. Pareil en animation. En animation, c'est try and error. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire un truc sans réfléchir trop. Et ça, c'est un truc, moi, que j'ai appris en 2D, c'est qu'on était obligé de réfléchir. On était obligé d'avoir le plan dans la tête, simplement parce que on ne pouvait pas commencer à faire un truc et puis appuyer sur le bouton et puis on voit ce que ça donne, on corrige tout le temps en 2D, on ne peut pas faire ça. En 3D, on peut le faire. Donc les films, effectivement, ouais, je pense que tu dois avoir raison si c'est ça que tu veux dire par rapport au fait qu'on écrit différemment. La façon de faire les films est un peu différente, c'est qu'on se permet d'expérimenter à tout va et c'est pas forcément une bonne idée. Il y a des avantages et des inconvénients parce que, je veux dire...
les producteurs, souvent, ils pensent que plus on... Comment dire, plus on a de gens et plus on a d'opinions, mieux, plus intéressant ça va être. Et au point de vue de l'animation même, tu me disais que tu utilisais plus trop tes feuilles d'expo. Non, plus du tout, non. Donc en fait, il y avait une idée là, en 2D où peut-être tu préparais beaucoup plus ton timing et tout, et qu'en 3D, tu y vas plus. Bien sûr. Au feeling, évidemment. C'est que moi, il y a des trucs que j'ai perdus. Le sens du timing, je l'ai perdu, évidemment. Tu l'as perdu? Mais oui, je l'ai perdu. J'étais beaucoup. Ça se retrouve en faisant. Oui, en le faisant, oui. Si j'avais pas les outils, je veux dire, évidemment qu'il y a des outils qui te permettent c'est un peu comme, c'est les techniques que tu oublies parce que tu n'as plus besoin de t'en servir. Je veux dire, le sens du timing, je l'ai perdu parce qu'à l'époque où je faisais de la 2D, j'étais obligé de m'en servir, j'étais obligé de savoir, de savoir. Quand j'allais tourner à la caméra mes trucs, ou même à la limite, je me rappelle, sur Astérix, au début, on n'avait pas de line tester. Donc on envoyait nos plans à tourner à la caméra 35 mm. Donc en fait, c'est pas toi qui tournes tes plans, c'est la caméra. Donc tu donnes ton plan, puis tu as le résultat le lendemain. Ouais, bon, tu as le résultat le lendemain, donc il faut que tu réfléchisses. Et puis après, tu leur donnes les corrections à faire. Et s'ils sont sympas, ils te le retournent. Donc tu vois, il faut que ton plan, tu saches exactement au plus près le timing. En 3D, tu t'en fous. Je veux dire, après, quand on a eu les line testers et que les animateurs ils tournaient leurs plans, ils n'avaient même plus à numéroter leurs feuilles. Ils arrivaient, ils faisaient leurs dessins, ils mettaient sur le truc, puis après ils passaient des heures à faire leur timing. Et maintenant, en 3D, on n'a plus besoin d'avoir un sens du timing. Moi, j'avais un sens du timing très aiguisé et je l'ai perdu. Mais c'est un peu inhérent c'est des savoir-faire qui se perdent. Je veux dire, il y a énormément de savoir-faire. Il y a des gens dans des temps anciens, je veux dire, les anciens peintres de l'époque d'il y a quelques centaines d'années, ils faisaient eux-mêmes leurs couleurs. C'était des chimistes. Ils faisaient dans les pots. Bon, maintenant on va au magasin, on achète ces couleurs. Et puis ça, c'est depuis très longtemps. Donc effectivement, c'est un peu pareil. La technologie, elle permet des nouvelles avancées, elle permet à des talents un accès à l'animation. Maintenant, il y a des tas d'animateurs qui, quand moi j'ai commencé l'animation, ils n'avaient pas accès à l'animation, parce que déjà, il fallait savoir dessiner. Alors que maintenant, les animateurs n'ont pas besoin de savoir dessiner. Donc c'est une avancée, c'est vachement, ça démocratise énormément tous les métiers artistiques, mais on perd des choses. Je veux dire, effectivement, moi je bosse plus du tout comme je bossais, enfin plus du tout. Il y a beaucoup de choses que je faisais quand j'étais en 2D que je fais plus en 3D. Et alors il y a eu un moment à DreamWorks où la 2D a failli revenir. Quand? Alors vas-y, tu vas apprendre des choses. Elle a failli revenir. Allez, vas-y. Avec Me and My Shadow. Mais oui, t'as raison. Parce que c'est le moment où je suis venu te voir. Et moi, je voyais Sandro Clozo, je voyais Antoine Antin. Ouais, il y avait Maël, il y avait tous ces gens-là. Même pas en numérique, c'était en tradi, sur du papier. Ouais. Donc ça. Et puis bon, alors moi, je sais pas, mais si tu vas me dire si tu l'as senti aussi, mais je sentais une joie un peu de. Oh oui, oh là là, c'est un des meilleurs souvenirs, moi, de DreamWorks, Me and My Shadow. Avec Prince d'Égypte, avec aussi Dragon. Mais oui, c'est vrai, je me rappelais plus. On se rappelle plus parce que le film n'est jamais sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que le film a été interrompu, il a été arrêté, il a été annulé. Annulé. Parce que Jeffrey, à un moment, il nous a dit voilà, le film. Bon, il a perdu de l'argent aussi sur les 5 légendes, énormément d'argent. Et donc, s'il avait gagné de l'argent sur donc les 5 légendes, je ne sais plus comment c'est en anglais, il aurait continué, je pense. D'accord. Mais je crois, c'est pas. C'est une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il y avait une histoire, ils n'arrivaient pas à trouver la fin du film qui lui plaise avec Hasselberg. Ils disaient on n'a pas de méchant, le méchant n'y arrive pas, on a essayé plein de fois, ça n'a pas marché. Donc il a interrompu le projet. Ils ont essayé de le ressusciter un moment, 2-3 ans plus tard. Ils ont fait une version avec James Bond, le héros c'était une héroïne, etc. Il y a eu un réalisateur de vue réelle qui est venu pendant 1 an et demi pour développer le truc, puis c'est pareil, ça n'a pas abouti, ça n'a pas collé, donc ils ont arrêté. Mais l'idée était marrante, l'idée était vachement sympa, et effectivement, le fait de faire l'ombre, une partie film en 2D et une autre partie en 3D, le mélange des deux, ça a été... ça a intéressé beaucoup de monde, parce que beaucoup de gens de la 2D étaient là, ah là là, la 2D repart, etc. Alors que finalement, même à l'époque, je pense qu'on aurait dû le faire tout en 3D. Parce qu'il y avait déjà les outils pour faire les animations plates. Maintenant, on ne le ferait pas en 2D du tout, et on ne le ferait sûrement pas sur papier. Et le fait de le faire sur papier, c'est déjà une erreur. On aurait dû le faire Une partie des animations était faite en digital, et l'autre sur papier. Et la seule raison pour laquelle on les a faites sur papier, c'est que on a engagé des animateurs qui étaient
genre le syndrome Disney, on est des animateurs qui sont des vrais artistes, on utilise le papier crayon, et surtout les filles du clean-up, elles n'étaient pas mises au digital. Et ils ont fait The Princess and the Frog, pareil, la princesse et la grenouille. Il y a eu énormément de problèmes parce que les anciens de Disney, ils se mettaient pas au digital. Alors que maintenant, et je me rappelle avoir posé la question à Sergio Pablos à l'époque, en disant mais comment tu fais? Je les forme. Oui, bien sûr. Il prenait des jeunes, il les formait. Et ses films, Klaus, il a été fait en digital. Le clean-up n'était pas fait sur papier. Et là, son nouveau film qu'il développe, il ne sera pas fait sur papier du tout. Le papier, c'est un peu obsolète. Maintenant, c'est une ancienne technologie. Et c'est la raison pour laquelle... Mais c'était un cauchemar de le faire sur papier, Me and My Shadow. Par contre, le projet était vachement sympa. Moi, c'est surtout l'idée, le projet. Je me rappelle Jeffrey, moi, au début, je ne voulais pas le faire. J'avais dit... Encore une fois, j'ai été à reculons sur ce projet, parce que le réalisateur, c'était pas... C'est passé de la nuit au jour sur Shadows. Ce que je me rappelle, j'avais accepté parce que Jeffrey m'avait demandé de le faire. Allez, tu vas le faire. Bon, d'accord. Tu ne me dis pas non à Jeffrey Katzenberg. J'avais dit ok, puis les 6 premiers mois, j'étais un peu malheureux, jusqu'à ce que le réalisateur jette l'éponge, soit remplacé par un nouveau. Et là, le nouveau que je connaissais très bien, c'est un grand copain, un Italien qui était super talentueux. Et là, c'est devenu super, un truc vachement bien. Et au moment où c'était super, hop, ça s'arrête. Mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec un revival dans la 2D. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. Je ne l'ai pas vécu comme ça du tout. Ça a été vécu comme ça dans le milieu professionnel, sans doute. Mais je ne l'ai pas vécu vraiment comme ça. Alors, c'était sympa de se remettre à la 2D traditionnelle, moi c'est ce que j'avais vécu, donc effectivement je me suis remis à faire un boulot surtout comme j'étais directeur d'anime, j'animais pas beaucoup, mais je faisais le lien entre les deux, donc c'était sympa. Moi ce que j'aimais beaucoup dans ce projet, c'était l'idée en fait presque symbolique d'avoir l'anime 2D comme l'ombre de l'anime 3D. Oui, c'est vrai, c'est une symbolique poétique, qui est intéressante, mais au niveau du grand public, tout le monde s'en fout, parce que les gens... Mais non, mais le grand public n'aurait jamais su que la 2D était faite, que l'ombre était faite en 2D, à moins qu'on en ait fait un argument de vente, comme sur Roger Rabbit. C'est ce qui m'avait vendu, ça sera le nouveau Roger Rabbit des années 2000. Non, en fait, je pense pas. Je pense que ça aurait... Parce que quand tu vois le film fini, en fait... Tu sais pas que c'est de la 2D les ombres. Comment on peut le savoir? Parce que c'est plat, pour le coup c'est de l'ombre. Oui, mais des trucs plats, on peut les faire maintenant en 3D. Ouais. Tout est fait en 3D maintenant, les trucs plats. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est... Bon. Par exemple, le film Klaus de Sergio. Je veux dire, le grand public, il pense que c'est de l'ordinateur. Hein. Oui. Ouais, bien sûr. Bon. Il faut regarder les line tests parfois pour se convaincre que c'est de la 2D. Voilà, exactement. C'est pour ça que moi j'ai dit, mais il aurait dû faire un rendu un peu plus L'île de la jungle ou Sans dalmatien, dessin. Mais le grand public, quand c'est du dessin comme les Sans dalmatien ou L'île de la jungle, il pense que c'est pas fini, que c'est sale, que c'est brouillon, que c'est mal dessiné. Ben oui. Tu veux dire même avec les traits de construction? Oui, les traits de construction, ça veut dire c'est pas fini. Pour le grand public, ils disent c'est moche. Eux, il faut que ça soit lisse et clean, et c'est pour ça que quand il y a eu Roger Rabbit, je sais pas si tu... Bon, moi je me rappelle, peut-être pas toi, mais dans les années 87-88, quand Roger Rabbit a eu énormément de succès et qu'ils ont vendu ça sur le projet a été vendu sur les qualités d'intégration de la 2D à la vue réelle, et donc ils avaient mis des ombres. À l'époque, c'était un effet aérographe, un effet volume. Et donc, ça a tellement plu au public, ça a tellement plu aux producteurs que ça plaise au public, qu'ils ont redesigné tous les posters des anciens classiques Disney avec un effet aérographe. Tu vois, tous les posters des anciens films Disney après Roger Rabbit, ils ont tous été redesignés avec un effet 3D, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de 3D encore. C'est un effet aérographe. Et ça, je pense que ça joue beaucoup, ça, pour le public. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tes années à DreamWorks? Voilà. Bon souvenir, moi j'ai des très bons souvenirs. Ah oui, c'est que des... Alors, évidemment, si tu me demandes est-ce que tu as des mauvais souvenirs, je peux t'en trouver. Il y en a eu. Mais qu'est-ce que... Non, je retiens que des bons souvenirs. Et plus le temps passe, plus les souvenirs deviennent bien. Quoi. C'est toujours comme ça. Et c'est quel film que tu as préféré là-bas? Alors, moi j'ai mes meilleurs souvenirs, mais tu parles de Me and My Shadow, moi c'est des très bons souvenirs, mais évidemment que comme ça n'a pas eu de concrétisation, j'ai tendance à avoir oublié un petit peu. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est Prince d'Égypte, parce que c'était le premier.
Puis c'était nouveau, l'aventure était nouvelle, c'était tout beau, tout neuf, donc c'était vachement bien. Puis bon, Los Angeles, et puis bon, c'était vraiment les Golden Boys d'Hollywood qui avaient tout ce qu'ils voulaient, donc on avait tout ce qu'on voulait. Et puis après Dragon, parce que c'était une équipe très sympa, le film, encore une fois, le début était très chaotique. Moi, je suis revenu à Los Angeles après une année sabbatique que j'avais passée en France. Je suis revenu en France pendant une année ou deux et je suis reparti pour Dragon. J'avais signé pour Dragon. Et puis, c'était l'équipe, on s'entendait super bien. Et puis, quand Dean et Chris sont arrivés, ça s'est vraiment super bien passé. Et comme c'est un film qui a du succès, on s'en rappelle. Si le film n'avait pas eu du tout de succès, moi, je m'en rappellerais comme d'autres films. Mais là, c'est vraiment un film bien. Et là, par exemple, j'étais encore aux journées de jury de l'ESMA à Montpellier. Tous les jeunes, ils disaient « Ah, Dragon, mais c'est tout dans notre enfance, c'est vachement bien. » Et on a bossé sur ce film-là, la dernière année du film, on avait vraiment l'impression de faire un bon film. L'ambiance était super sympa. Et puis le film après a eu du succès. Alors pas tout de suite, ça n'a pas cassé la baraque le premier week-end, mais il y a eu le bouche à oreille qui est quand même vachement, comment dire, c'est pas évident, c'est pas très courant que les films marchent sur le bouche à oreille maintenant. Ils marchent beaucoup sur la promotion. Ils doivent marcher le premier week-end. Si un premier week-end fait énormément d'argent, ça continue. Alors que là, non, le film, je me rappelle, Dragon, il est sorti, il était troisième. Deuxième week-end, il était deuxième. Troisième week-end, il était premier. Je veux dire, les gens, il y a eu un engouement du public. Donc ça fait plaisir, quoi. Moi, c'est un de mes plus grands, enfin un de mes meilleurs souvenirs. Il y a Prince d'Égypte, il y a Dragon, il y a donc Mirror Shadows. Et puis il y a aussi d'autres petits trucs. Quand j'ai bossé avec William sur le petit court-métrage avec son oiseau, c'était vachement sympa, quoi. William Salazar, le petit film Bird Karma. Abominable aussi, c'est un bon souvenir, c'est un des derniers. Qu'est-ce qu'il y avait encore sur lequel j'ai bossé Grog aussi, sur Croods. Le premier Croods, j'ai travaillé dessus, c'était sympa. Hein. C'était vachement bien, ouais. Et même Spirit, c'était vachement bien. Il a peut-être pas très, très bien marché, mais moi j'ai bon souvenir de Spirit. Ouais. Oh, il y a plein de trucs, ouais. D'ailleurs, à Spirit, alors je sais pas trop pour les autres, mais je sais qu'il commençait à y avoir un mélange entre 2D, 3D. Ouais, tradigital. Jeffrey, il avait trouvé un mot, il était super fier. Tradigital, c'est-à-dire traditionnel et digital, ça faisait tradigital. On va faire des films tradigitaux. C'était son truc, mais bon, après, ça n'a pas. C'était un des derniers films 2D, non, le dernier c'est Sinbad, qui était encore plus d'ailleurs, parce que sur Sinbad, il y a plein de 3D. Ouais. Comme dans le film de Disney, c'est pas Treasure Planet, oui, c'est ça, Planet Trésor. Il y avait beaucoup de 3D, de 2D là-dedans, c'était très imbriqué. Et alors, qu'est-ce qui a fait que t'es parti alors de DreamWorks ? Parce que j'en avais un peu marre, Jeffrey était plus là, et puis c'était plus pareil. Les nouveaux dirigeants, ils étaient plus série télé. La nouvelle... Enfin, d'abord, il y a eu un mec qui a été nommé de Warner. Bon, il est resté 2 ans, il a essayé de... Bon, il était pas méchant, il était sympa. Il s'appelait... Je me rappelle même plus de son nom, d'ailleurs. Mais bon... Et puis, je crois que... Bah oui, parce que, en fait, c'est Universal qui a racheté. C'est le studio Universal qui a racheté DreamWorks. Leur idée, c'était de faire un truc comme Pixar Disney, mais de faire un truc DreamWorks Illumination. Ouais. Puis ça n'a pas collé, parce que Mélénandry, ça lui a rien dit. Ils lui ont dit lui demander son avis. Puis bon, lui, il avait son studio, donc DreamWorks ne voulait pas trop s'en occuper. Et puis donc, ils ont donc confié la direction du studio à un mec dont je ne me rappelle plus le nom. Et puis après, bon, au bout de 2 ans, il avait un contrat de 2 ans, ils lui ont dit, bon, on n'a plus besoin de toi. Ils ont mis la fille de la télé, qui s'appelle Margie, qui est très sympa, très gentille, mais qui connaît rien au long métrage. Donc elle avait pas le côté aventurier de Jeffrey qui mettait en chantier des projets nouveaux, en plus des suites. Elle, c'était, moi j'y connais rien, je vais faire les suites. Que les licences. Voilà, que les licences, exactement. Bon, voilà. Donc moi je me suis dit, alors j'ai continué quand même, on a fait le dernier projet qui avait été en chantier, c'était Abominable, Everest, qui était en chantier bien avant Margie, donc elle l'a continué, moi j'ai bossé dessus. Puis après il n'y avait plus grand chose qui m'intéressait, mais je pense que si j'avais pas eu l'offre de Netflix, j'y serais encore. Moi je dis toujours, si la Gaumont était toujours là 40 ans après, je serais toujours à la Gaumont. Moi je suis pas un naturel aventurier. Ah, c'est ça qui est marrant, c'est que maintenant du coup, après toute cette expérience américaine, tu reviens et tu rebosses sur Astérix. Ah oui, c'est c'est incroyable ça. En plus, moi Astérix, attends, je vais te montrer, enfin bon, je peux pas me lever, mais j'ai le premier BD qu'on m'a donné et qu'on m'a offert le 28 avril 1966, le jour de mes 6 ans, c'est Pilote, le retour d'Astérix et d'Obélix.
Et donc, moi, j'ai appris à lire un peu dans Astérix et Obélix quand j'étais petit. J'ai toute la collection qui est encore là. Une partie des bouquins, ils sont partis à la poubelle. Mais donc, j'ai appris un peu à lire dans Astérix. Je me rappelle que quand j'étais petit, je faisais les posters des couvertures d'Astérix à la peinture avec mes peintures de l'école. Puis après, la Gaumont à Astérix, après Uderzo. Et puis, donc, en plus, un de mes meilleurs copains, c'est Didier Conrad, qu'on avait engagé sur Eldorado pour qu'il fasse les designs. Et moi, Didier Conrad, je voulais faire comme lui, je voulais faire de la BD. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire de la BD, c'est d'avoir vu les bandes dessinées de Didier Conrad quand j'avais 14 ans, on avait le même âge. J'avais vu ces trucs, et, putain, il a 14 ans, j'ai le même âge, je pourrais faire pareil. Donc je l'ai revu après à DreamWorks, et après il a repris Astérix. Donc en fait, Astérix, ça me poursuit. Ouais. Maintenant, donc Alain Chabat, Astérix. À Netflix, je travaille, puis je fais pas ce que je veux. Ouais. Comment c'est Netflix alors En fait, le truc, c'est que ils m'ont proposé une offre parce qu'ils savaient, quand Jeffrey est parti de DreamWorks, beaucoup de gens sont partis aussi. Les producteurs, enfin beaucoup de productrices d'ailleurs, parce que c'était des productrices, les head of studio et tout ça, elles ont été à Paramount, à Warner, à Universal et à Netflix. La productrice de Me and My Shadow, Melissa Cobb, que bon, je connais très bien, elle a produit les 3 Kung Fu Panda à DreamWorks, elle a été à Netflix, et puis beaucoup de gens ont été à Netflix. Moi j'étais à DreamWorks, puis un jour un de mes potes de DreamWorks, il m'a appelé, James Baxter, tu connais, c'est un animateur que tu dois connaître, il m'a appelé, il m'a dit écoute, voilà, est-ce que tu veux, on a besoin de gens dans mon équipe, ça t'intéresserait de venir travailler chez Netflix? Je dis oui, mais j'avais envie de rentrer en France, il le savait, il me dit on a besoin de quelqu'un en France, en Europe pour Netflix, alors voilà, c'est tout. Et puis, donc, voilà, j'ai dit oui. Mais c'est vrai que à Netflix, j'ai moins l'occasion de travailler, par exemple, sur des longs métrages. Parce que, je veux dire, 80% de ce qu'ils font en Europe, c'est quand même des séries télé. Astérix, c'est une série télé. Bon. C'est vrai que moi, ça me plaît bien, parce que c'est que je connais très bien, j'ai grandi avec. Et puis, Chabat, moi, j'étais fan de Chabat dans les années 80. Et puis bon, Astérix... En fait, moi, ce que je trouve génial dans ta carrière, c'est que tu as été à des moments clés, ce que je te disais tout à l'heure, ouais. de tournant quoi, de l'industrie de l'animation, que ce soit en France, avec les frères Brizzi, aux États-Unis, tu as connu ce passage entre la 2D et la 3D, mais aussi le fait d'avoir bossé pour le... Il y a eu peut-être ce rendez-vous qu'il n'y a jamais eu avec Disney, mais tu as toujours été avec... Non, moi, j'ai pas cherché de rendez-vous, puis moi, j'avais pas vraiment envie de bosser avec Disney. Je sais que souvent, des gens qui disent, mais pourquoi ah oui, il y a même un mec, mais tu te rends compte que tu as dit 3 fois non à Disney, mais on dit pas non à Disney, mais c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Je veux dire, moi, je sais que c'était pas mon rêve de bosser chez Disney, sauf si j'aurais, à ce moment-là, la question... que je me suis posé, c'est effectivement j'aurais adoré travailler chez Disney du temps des années 30-40. Ah oui, ça c'est un truc. Avec les gens qui faisaient l'animation du temps de Frank Annoli et tout ça, quand j'avais rencontré à Los Angeles, je me rappelle avoir rencontré des gens, Ward Kimball ou même Ollie Johnston, des gens comme ça. Bon effectivement, faire de l'animation avec ces gens, j'aurais adoré. Tu aurais été le 10e Old Man. Le Disney, j'ai retravaillé à la Gaumont, ça m'a bien plu. Grimaud, ça m'a super bien plu. Ah oui. Travailler sur les films de Spielberg et tout ça. Puis surtout de commencer dans un studio qui... Il y avait tout à faire, il y avait tout à créer. C'était plus confortable pour moi de faire ça. Alors qu'il y en a d'autres qui considèrent que non. Mais voilà. Après, le fait d'avoir été à des moments clés, on s'en rend compte a posteriori. Le fait que tu arrives à Netflix aussi maintenant, tu vois, c'est une nouvelle proposition de l'industrie pour faire des films d'animation. Il y a quelque chose qui se passe aussi en ce moment par rapport à Netflix. Il y a des hauts et des bas, parce que Netflix, maintenant il y a les plateformes qui arrivent, et puis il n'y a plus que Netflix. Il y a Amazon, il y a Disney, c'est toujours, l'animation a toujours été un roller coaster, comme on dit. Même à DreamWorks, tellement qu'ils ont failli fermer, une fois, bien sûr. Donc bon, après... mais moi, je suis... Le fait de bosser à Netflix, je retrouve l'industrie française, je retrouve les studios partenaires que j'ai connus aussi, puis des anciens que j'ai connus. Et puis, je voyage un peu à droite à gauche dans les studios qui travaillent sur des productions Netflix. Puis j'apprends c'est intéressant quand même d'apprendre et puis de travailler aussi avec des jeunes, parce que les populations des studios, c'est beaucoup de jeunes, donc des gens que j'ai vus dans les écoles aussi. C'était ma dernière question justement. Tu as été au Gobelin et puis tu as gardé un fort lien avec cette école en fait tout au long de ta carrière et avec les jeunes, les étudiants d'animation en général. En fait, moi c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est quand j'étais au Gobelin. Là, du coup, si tu avais un dernier conseil à donner pour les jeunes qui se lancent dans l'animation aujourd'hui.
Ah, les conseils, on m'a posé tellement de fois cette question, et à chaque fois je réponds la réponse de mon héros, qui était André Franquin, et il disait n'écoutez pas trop les conseils des dessinateurs, parce qu'en fait ils savent pas très bien comment ils font. Heureusement, si on savait comment on fait, ça serait tellement triste. T'imagines, si on savait exactement que tel film on le fait, il va marcher et tout. Essayer de faire du mieux qu'on peut, toujours. Ah oui, si, alors, et toujours essayer de faire du mieux qu'on peut. Là, ça, tu peux pas te tromper. Hein. Ah oui, moi j'ai toujours essayé de faire ça, le mieux que je pouvais. Après, chacun, moi je sais que après, rétrospectivement, on me disait j'avais des standards assez hauts. C'est-à-dire que je faisais un truc et il fallait que, voilà, le résultat, il fallait que ça... il fallait que je sois content du truc, quoi. Et bon, il y a des gens, ils sont contents. Moi, non, j'étais content quand c'était là, mais il y en a d'autres qui étaient contents. Bon, chacun son truc. Mais c'est vrai que je me rappelle que je revenais la nuit pour refaire le boulot de mes assistants sans leur dire. Tu vois, ah ouais, parce que j'osais pas, quoi. Tu vois, alors, c'est ça. Alors, faire du mieux qu'on peut, c'est toujours... Après, on n'a pas de regret, quoi. C'est-à-dire, j'ai tout donné. Alors après, des fois, c'est un peu dangereux, parce que c'est des métiers de passion. On se dit... Il ne faut pas trop en faire non plus, parce qu'on se ruine la santé. Moi, je me rappelle avoir été à ma table de travail pendant des heures, des nuits. Tu te lèves, après tu dis « Ah putain, j'aurais dû me lever avant, parce que le dos, il en prend un coup. » Tu vois, mais tu t'en rends pas compte. C'est comme quand je jouais de la guitare. Je jouais pendant 5 heures d'affilée, après tu as super mal au doigt. Après, tu deviens bon, mais tu payes un prix quand même, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, il faut essayer quand même de faire le mieux qu'on peut. Puis après, on bosse en équipe aussi. Donc, on doit essayer aussi de faire, de travailler avec les gens et de travailler bien, quoi. Je veux dire, il faut pas trop s'engueuler non plus, quoi. Je veux dire, faire le mieux qu'on peut, non, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner, quoi. Hein, voilà. Super. Merci beaucoup, Christophe. Ok, merci à toi. Hein. Mais c'est vrai que quand je commence à parler d'anime, bon, faut m'arrêter parce que... Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.